Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça se fait pas avec le dos de la cuillère. C'est pas faux. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Alors, on va parler de Black Panther, on va parler d'un chevalier poète allemand, on va parler de QAnon et on va parler des meilleurs endroits où mourir, ou des endroits où ne pas mourir. Voilà. Voilà. C'est gay. C'est gay, c'est chouette, c'est plein de sourires et d'oiseaux qui chantent. Et du coup, on commence par les Black Panthers. C'est ça, Alors, les Black Panthers, pas juste... En fait, ça tombe bien parce que moi, j'ai pas vu le film. Donc, je suis complètement à blanc. Donc je peux te spoiler ou... Ouais, ou tu vas le voir un jour. Bon, je pense que je connais un peu l'intrigue. Il gagne à la fin. Wakanda, tout ça. Ouais, Wakanda. Bon, en fait, on va pas trop parler du Wakanda parce qu'on va parler des Black Panthers, enfin du Black Panther Party, D'accord. et pas de Black Panther, le roi du Wakanda. Ok. Parce que, on suit un petit peu l'actualité, quand même, à la confiture. C'est vrai. On enregistre presque 4 semaines après la confinement. mort de George Floyd. Ah, donc rien à voir avec le Covid. A priori, non. D'accord. Enfin, pas tout de suite. Enfin, c'est ténu, quoi. Rien à voir avec la pluie d'astéroïdes du 15 juin. Il y a eu une pluie d'astéroïdes le 15 juin. Je sais pas, mais c'est dans 3 jours, donc vu ce qui se passe, on peut prendre les paris. Ah, ça se trouve, tu veux dire que cet épisode ne sortira peut-être jamais? Ou pour les rares Survivant. survivants qui paieront ce podcast en capsule. Ça va être bien. Oui, donc, en ce moment, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, il y a des manifestations contre le racisme pour Black Lives Matter. Mhm. Et ma copine étant américaine, ça la touche un peu de près. Elle fait beaucoup de recherches en ce moment pour savoir un petit peu plus l'histoire des Noirs américains. D'accord. Et comme ça, j'ai posé la question, tu connais les Black Panthers? Enfin, on s'est posé la question ensemble. Et pour moi, il y a une semaine, les Black Panthers, c'était une scène dans Forrest Gump, Oui. Angela Davis et... Et Jesse Owens. Non, même pas. Non, même pas. Pourquoi Jesse Owens? Non, je sais pas. Parce que moi, j'associe le point levé au Black Ah Panther. ouais, non, mais oui, au JO, là. Oui. Mais c'est pas Jesse Owens. C'est pas Jesse Owens? Ah non, mais Jesse Owens, c'est pas en 40... Enfin, à Berlin. Oui, mais c'est à ce moment-là, oui. Ah non, les Non, points je levés, confonds. c'est en 68, aux Jeux Olympiques de Et ben voilà, en Mexico. fait, je suis une honte pour ma passion pour les questions oranges du Trivial Poursuite. Ouais, c'est bizarre. Tu connais pas le nom de ces deux types? Bon, on va en parler un peu plus tard. Non, et sinon, moi, ça m'évoquait Mumia Abu-Jamal, qui est un ancien Black Panther qui est encore en prison aux États-Unis, qui était condamné à mort. Sa peine a été commue il y a pas longtemps. Parce que quand j'étais au lycée, j'ai fait des manifs pour la libération de Mumia Abu-Jamal, sans savoir qui c'était, mais il y avait des concerts. Donc, D'accord, ouais, c'est cool. Et puis ça permettait de sécher les cours. Non, c'était le samedi. Ah, Mais par contre, ça permettait de boire de la bière en pleine journée. C'était pas mal. voilà. Mais maintenant, on est grand, on n'est pas alcoolique, donc on n'a pas besoin d'excuses pour boire de la bière en pleine journée. Voilà. Et on se renseigne. Et on se renseigne. Et donc, on va parler des Black Panthers, enfin du Black Panther Party for Self-Defense, comme son nom d'origine, puisque c'est le nom du parti. Donc, ça a été fondé en octobre 1966 par Bobby Seale et Huey Newton à Oakland. Donc, Oakland, c'est à côté de San Francisco. C'est dans la baie, oui. Ouais, C'est la partie pauvre de San Francisco. Ouais, plus ou moins, ce que j'allais dire. C'est la banlieue pauvre de San Francisco. Et alors, pourquoi en 1966? En gros, aux États-Unis, en 66, on est au milieu du mouvement des droits civiques. Oui. Les deux lois qui abolissent Jim Crow, donc la Civil Rights Act, a été signée en 64, et la Voting Rights Act a été signée en 65. Donc D'accord. ça, c'est les deux lois qui mettent officiellement fin à la ségrégation dans les États du Sud. Ok. Sauf que, déjà, ça met un peu de temps à se mettre en place, hein. Oui, et puis à se mettre en place de façon opérationnelle, de Oui. façon pratique. Parce De que façon... l'égalité en droit et l'égalité en pratique, c'est pas toujours la même chose. Voilà. Mais surtout, ça change la loi dans les États du Sud, mais ça change pas la culture déjà américaine, et puis Les inégalités. voilà, les inégalités dont souffrent les Noirs américains. En 66 toujours, en août, on a les émeutes de Watts à Los Angeles. Oui. À cause d'un contrôle policier qui a mal tourné. Ça crame pendant 6 jours, il y a quand même 34 morts, hein, dont 23 personnes tuées par la police. Par accident. Accident, c'est ça. Des mecs qui se sont tirés dans le dos tout seuls, bon, ça arrive. Plus de 1000 blessés, 3500 arrestations. Et combien de bâtiments qui ont brûlé? Ah, je vais pas Beaucoup. noter ça. mais sûrement beaucoup.
En février 66, on a Malcolm X qui est assassiné par un membre de Nation of Islam qui vient de quitter, enfin qu'il a quitté un an avant. Et on a le mouvement contre la guerre du Vietnam qui s'amplifie, sachant que les Noirs américains sont un peu envoyés en priorité casse-cou, enfin au feu, quoi. Oui. Donc les droits civiques, c'est pas vraiment fini. Et en Californie notamment, on a toute une génération, comme Newton et Seal, qui ont 25 ans, quoi, sont adultes, et qui sont les descendants de la deuxième grande migration des Noirs américains, la première ayant eu lieu juste après l'abolition de l'esclavage des États du Sud vers le Nord, Oui. et la deuxième pendant la Deuxième Guerre mondiale, des États du Sud toujours, vers le Nord et l'Ouest, la Californie, pour bosser dans les usines d'armement. Là où il y avait du travail. Voilà. Sauf que la guerre étant finie, on a moins besoin d'armes. Enfin, il y a la guerre du Vietnam, mais bon. Ouais, enfin, c'est le temps de retrouver notre guerre. Oui, voilà. Du coup, tous ces gens-là, ils se retrouvent au chôme dur, hein. Et puis, ghetto, paupérisation, tout ça, quoi. Et donc... Traverser la route. Ouais, c'est à peu près ça. Et donc, Bobby Seale, par exemple, qui est né en 1936 au Texas, donc qui est arrivé à Oakland à 8 ans, en 66, il est en merde. Huey Newton, il est né en 1942 en Louisiane, il est arrivé à Oakland à 3 ans. Pareil, les deux viennent plus ou moins du même background, hein, des familles pauvres Oui. qui ont immigré pour trouver du boulot et puis qui se sont retrouvés à faire des petits boulots par-ci par-là. Newton a été un peu délinquant pendant son adolescence, il a fait un petit peu de... Trafic. Ouais, non, enfin de petits délits, quoi. Il a fait un D'accord. petit peu de maison de correction. Ok. Bobby Seale, il s'est engagé dans l'armée à 18 ans, il s'est fait virer de l'armée pour s'être battu avec un officier, donc il n'a même pas réussi à avoir les avantages, notamment de se faire payer l'université. Newton, pour te dire, il sort du lycée en 1959, il sait toujours pas lire. Pas parce qu'il est idiot, hein, il est loin d'être idiot, il va finir docteur. Cela dit, je connais quelques docteurs idiots. C'est pas faux. Non, mais il est pas con. Mais c'est pour te dire à quel point il n'y a plus de ségrégation officielle, mais les inégalités, c'est-à-dire que les lycées à Oakland, enfin dans le ghetto à Oakland, ont tellement pas de moyens. Il dit, moi j'ai absolument rien appris au lycée, à part à détester être noir. On en avait un peu parlé au moment de notre ami journaliste, Oui. dont j'ai oublié le nom. Donc, je me souviens plus de nom, mais celui qui a écrit la Blackface. Bref, les deux, quand même, à la force du poignet, réussissent à rentrer au Merritt Community College à Oakland. Donc les community colleges, hein, on rappelle, c'est des universités gratuites, ou presque, aux États-Unis. Donc pas des universités top niveau. Hein. Voilà, c'est plutôt le deuxième grade d'université. Ouais, si vous avez vu la série Community, qui est très drôle. Bon, c'est pas à ce point-là, mais, mais c'est pas fou, mais enfin quand même. Ça leur permet d'avoir... Mais parfois, c'est un tremplin. Ben oui, en fait, pour eux, déjà, ça leur permet d'avoir un diplôme. Et puis... Pendant qu'ils sont au Merritt College, ils vont intégrer la Afro-American Association, qui est une association militante qui milite pour le séparatisme. Parce qu'en gros, dans les associations des droits civiques, il y a deux courants. Le courant plutôt Martin Luther King de assimilation, I have a dream, on est tous pareils. Et un courant plus Nation of Islam, Malcolm X, qui est on se sépare. On met les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, et puis comme ça, tout ira bien. C'est dans ce deuxième courant, il y en a qui vont aller tellement loin dans cet objectif qu'ils vont finir par s'allier avec le Ku Klux Klan pour vraiment séparer tout le monde, quoi. Parce que c'est le même idéal. Oui, finalement. Donc c'est là-bas qu'ils vont se rencontrer en 62 et qu'ils vont faire un peu leur éducation politique, donc dans l'AAA. Ils vont apprendre le marxisme. Ça, l'université se nie à gaucho. Voilà, c'est ça. Rien n'a changé. Un peu de philosophie, ils vont apprendre sur l'histoire des droits civiques, parce qu'en fait, en grandissant dans le ghetto à Oakland, ils sont pas franchement au courant de ce qui se passe. Ouais, voilà, donc ils font leur éducation politique. Mais ils sont pas convaincus par le séparatisme. Du coup, ils finissent par quitter la AA. En 66, Bobby Seale, il travaille pour un centre de lutte contre la pauvreté à Oakland. Donc il est bien au courant de ce qui se passe. De la merde, ouais. Et Newton, il est rentré dans une autre université d'Oakland, le Oakland City College, pour faire du droit. Donc les deux sont pas convaincus par la AA, donc ils vont quitter l'Afro-American Association pour rentrer dans la Revolutionary Action Movement, qui est une autre organisation noire. Au nom, ça a l'air un peu plus funky. Ouais, c'est ce qu'ils se disent. Alors c'est des maoïstes. Ouais. Mais alors en fait, ils se rendent vite compte que le action dans le nom, pas tellement. Ouais, le Revolutionary, bon. Revolutionary, ouais, voilà. Mais c'est surtout, on va parler du petit livre rouge, et puis, c'est des vrais maoïstes, quoi. Ils parlent beaucoup.
puis ils font pas grand-chose. Donc, Lionel Jospin, si tu nous écoutes. Ouais, c'est ça. Non, t'es pas trotskiste Non, je crois qu'il était maoïste, Jospin. Ouais, bon, de toute façon, C'est blanc bonnet, bonnet blanc, tout ça. ou bonnet rouge et rouge bonnet, quoi. Bref, du coup, ils sont un peu déçus, et en octobre 66, ils vont fonder le Black Panther Party for Self-Defense. En fait, l'idée à la base, comme Newton, il a fait du droit, il a appris toutes les lois sur le port d'armes. Et quand est-ce que tu as le droit de te faire arrêter par la police, te faire contrôler par la police, des trucs comme ça? Selon la loi. Selon la loi. Et en fait, leur idée, un peu comme ça a été fait à Watts après les émeutes, c'est de protéger la communauté noire en leur donnant des armes pour qu'ils montrent qu'ils sont capables de se défendre et en faisant des patrouilles de surveillance de la police. C'est-à-dire qu'ils suivent des voitures de police avec des armes qu'ils ont achetées légalement. Hein. Oui. Et quand les policiers arrêtent quelqu'un et que ça a l'air d'être un petit peu au hasard, t'as une sale gueule, on va t'arrêter pour voir et puis on va te filer des coups de bâton, tu sauras pourquoi. Ils viennent avec leurs armes et ils disent attention, selon la loi, tel article et tout, vous n'avez pas le droit de faire ça, machin. C'est une façon de protéger des violences policières. Au début, ils se battent pas avec les flics. Hein. Le but, c'est pas de se battre. Non, le but, c'est de faire respecter la loi. Voilà. En étant un peu impressionnant, en disant, voilà, on n'est plus seulement les mecs qui se font taper dessus, on pourrait se défendre si ça va trop loin. Pour acheter ces armes, en fait, ils achètent un stock de petits livres rouges de Mao qu'ils vont revendre sur le campus de Berkeley à des étudiants blancs 3 fois le prix. Bon, communiste, mais pas con non plus. Quoi. Oui, voilà. Communiste, mais avec le t-shirt Che Guevara. Voilà, c'est un peu ça. Donc ça, les patrouilles, ça commence début 67, une fois qu'ils ont fait un petit peu d'oseille. Et dès le début, ils ont l'uniforme des Black Panthers, c'est-à-dire le béret noir, la veste en cuir noir, les lunettes noires de temps en temps, pantalon de treillis noir et t-shirt bleu foncé. Ce qui doit être assez cool à Berkeley, enfin... Ouais, à San Francisco, l'été, Ah, San Francisco, il fait pas si chaud que ça. L'été, un petit peu quand même. Mais... Ouais, mais ça change vachement et tout. Oui, s'il y a une petite bise, au moins, T'es protégé. Il fait pas trop frisqué, quoi. Voilà. Non, mais en tout cas, ça leur donne un style assez cool, quoi, et reconnaissable tout de suite. Parce que, alors, j'ai pas réussi à savoir si ils avaient pas fait exprès, et qu'ils avaient trouvé des trucs qui ont marché pour les faire connaître hyper vite, ou si c'est un petit peu des champions de la communication et des PR. Souvent, en fait, les premiers, c'est des champions sans le savoir. Enfin, c'est naturel. Ouais, un petit peu, mais c'est peut-être un peu ça. Parce que donc, en 67, ils vont faire 2 coups d'éclat qui va les faire passer d'un petit groupe dans le ghetto d'Oakland à un parti qui est connu nationalement. En fait, en février 67, ils vont servir d'escorte à Betty Shabazz, qui est la veuve de Malcolm X, qui vient dans un journal à San Francisco pour faire une conférence. Comme, son mari vient de se faire tuer, Nation of Islam, ils sont un petit peu chauds, les Blancs sont un petit peu chauds de manière générale. Ils vont l'escorter avec leurs armes et leurs uniformes depuis l'aéroport jusqu'au journal. Comme elle est connue, il y a des photos. Voilà. C'est sur YouTube. Oui, pas sur le YouTube de l'époque. En avril, ils vont organiser des manifs à Richmond, en Californie, après que les polices aient tué un jeune noir en lui tirant dans le dos parce qu'il s'enfuyait d'un endroit où il y a eu un cambriolage. Dangereusement. Ouais, il s'enfuyait vachement dangereusement. En plus, il semblerait qu'il boitait parce qu'il s'était pété la hanche 3 semaines avant. Oui. Bon, ça sent la grosse bavure. Hein. Un danger pour la vie des policiers. Ouais, ça devait être ça. Il avait un dos très agressif, il paraît. Bon, toujours est-il, ça tourne pas à l'émeute, mais la communauté noire de Richmond est un petit peu vénère contre la police. Les Black Panthers en profitent et ils font des meetings, en fait, pour se faire connaître et puis pour recruter et pour faire passer le mot, en fait, de qu'est-ce qu'a le droit de faire la police et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils recrutent déjà un petit peu comme ça. Et en mai, ça commence à faire un peu parler d'eux en Californie, notamment à cause du truc de Richmond. En Californie, à l'époque, c'est Ronald Reagan, le gouverneur. Oui. À l'époque, tu as le droit de porter des armes, le open carry, ça s'appelle, donc si elles sont visibles. Des armes chargées, si elles sont visibles, quel que soit le calibre. Quand c'est des blancs qui le font, ça pose problème à personne. Quand c'est des noirs qui commencent à se balader avec des shotguns chargés, les politiciens, finalement, ils disent « Attends, c'est un petit peu dangereux, hein, open carry. Donc on va peut-être écrire une loi pour l'interdire. » Ce qu'ils font. Oui. Et donc en mai, les Black Panthers, 26 Black Panthers, le 2 mai 67, dont Huey Newton et Eldridge Cleaver, qui viennent de recruter
et qu'ils ont nommé tout de suite ministre de l'Information, c'est un petit peu un personnage, hein, on va en reparler après, vont rentrer dans le Parlement de Californie armés Oui. et aller sur le balcon au-dessus de l'Assemblée, au moment où cette loi est discutée. Ils sont pas violents, ils font rien de plus que rentrer avec leurs armes et leurs uniformes. Ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça au Michigan avec des Blancs. Exactement. Qui, eux, par contre, gueulaient très fort sur les flics. Bon, les Black Panthers se font tous arrêter. Mais, comme la loi n'est pas encore passée, ils ont le droit d'avoir des armes. Donc, ils se font arrêter juste pour avoir perturbé une assemblée législative. Donc, c'est un petit délit, quoi. Oui. Mais ça fait parler d'eux au niveau national. Oui. Et si je ne m'abuse, cette loi, c'est une des rares fois où la NRA a soutenu des restrictions sur les armes. Bah oui. Bah oui, c'est pour des Noirs. Voilà, c'est ça. Non mais... Je pense que... J'en parlais avec ma copine ce matin. Si les militants anti-armes à feu aux États-Unis veulent vraiment qu'on interdise les armes, qu'ils enfilent à tous les immigrés. Hein. Exactement. La NRA dira non, on n'a plus le droit. Non, c'est fini. C'est fini. Ou alors que pour les Blancs. Ah bah oui, mais c'est plus constitutionnel. Ah merde. Ouais, mais bon, vous savez ce que je veux dire. Oui, voilà. On n'a qu'à dire pas les Blancs, mais les gens bien. Ouais, les gens riches. Ouais, ça peut peut-être passer, ça. Bref, donc là, coup de pub incroyable. Encore une fois, a priori, c'est Eldridge Cleaver qui a eu l'idée de ce truc-là. C'est pour ça qu'il a été nommé ministre de l'Information. Encore une fois, est-ce que coup de génie de Pierre ou ils n'ont pas fait exprès mais en tout cas, ça marche hyper bien. Ils profitent un petit peu de l'emballement. Quelques semaines plus tard, ils vont publier leur programme en 10 points. Oui. Alors qui n'est pas... révolutionnaire. Enfin, révolutionnaire dans le sens... c'est ça. Exceptionnel. Voilà, c'est bon, en gros, ils demandent la liberté, l'emploi, le logement, la fin du service militaire pour les Noirs, la libération des prisonniers noirs. Bon, on s'en doutait un petit peu. Ce qui est un petit peu plus remarquable, c'est le point 3 qui demande la fin de la spoliation de la communauté noire par les capitalistes. Ils mettent dans leur programme, ils s'affichent comme communistes. Enfin, pas complètement. En tout cas, anticapitalistes. Anticapitalistes pour les Noirs. Oui. Plus tard, ils seront... ils ont quand même, ce que je disais avant, dans leur éducation politique, Newton et Seal, ils sont devenus marxistes, quoi, maoïstes, plus ou moins. Maoïstes, plus que marxistes. Bon, alors, les différences... Oui, moi, je t'avoue que même moi, je ne suis pas complètement au fait de toutes les subtilités, les différentes marques. Non, moi non. Bon, Eldridge Cleaver, là, pour parler un petit peu plus de lui. Lui, il est né en 1935, dans l'Arkansas. Pareil, il va migrer à Los Angeles quand il est enfant. Ado, il va être délinquant. À 18 ans, il va faire de la prison pour trafic de drogue. Du cannabis. Trafic de drogue à l'époque de cannabis, ça se trouve, il avait juste 3 jours sur lui. Hein. Mais bon. En fait, surtout qu'à l'époque, les lois, je crois que c'est à cette époque-là où en fait, les lois sur le cannabis ont été durcies énormément. Contre les Noirs, oui. Contre les Noirs et les hippies. Hein. Ouais. Contre les gens qui étaient contre Nixon. Oui, non, attends, c'est quand il a 18 ans, donc il est né en 35, c'est en 53, quoi. Oui. Là, c'est où elles ont été faites contre les Noirs. Bon, bref, toujours est-il, il fait un peu de prison à ce moment-là. À 23 ans, il refait de la prison pour viol et tentative de meurtre. Bon, là, il n'y a pas d'excuse. On fait tous ces erreurs. Enfin, alors, bon, ok, je reviens sur ma blague. Ouais. Parce qu'on rigole pas avec le viol, voilà. Il dira après qu'il s'entraînait pour pouvoir violer des blanches. Hein, il est un peu jeté, Eldridge Cleaver. Là aussi, ne faites pas ça chez vous. Non. Il est un peu jeté. Il va... Bon, vous verrez, il est un peu jeté. Bref, là, il va faire 8 ans de prison, quand même. En prison, il va devenir communiste parce qu'il va rencontrer des militants. Oui. Et donc, quand il sort en 67, enfin, fin 66, décembre 66, il va rejoindre les Black Panthers presque tout de suite. Leur première recrue, elle a 16 ans. Il s'appelle Bobby Hutton. Ils ont recruté surtout des jeunes. Là, il arrive un type qui a 32 ans, qui s'y connaît un petit peu plus. Qui qui a un peu vu la vie, qui a été en prison. Qui est un peu flamboyant. Allez, hop, on le met tout de suite ministre, c'est comme ça. Au moment de la publication de leur programme, Bobby Seale devient le président du parti et Huey Newton le ministre de la Défense. Ils sont très dans les ministres. Oui. C'est bien, pourquoi pas. Donc là... Ils n'ont pas de grands dragons. Non. Non, ils ont des ministres. À un moment donné, ils ont un Bouddha samouraï. Ah, ça c'est cool. C'est le service d'ordre. Mais plus tard, vers la fin, quand ça commence à partir en couille. Après le coup du Parlement et le programme en 10 points, ils ont une notoriété nationale, ils croulent sur les demandes d'adhésion, et ils commencent à ouvrir des sections dans les autres grandes villes, en dehors d'Oakland et San Francisco, donc à Los Angeles, Philadelphie, New York, Chicago, toutes les grandes villes où il y a des communautés noires. Mais le 28 octobre 67, Huey Newton, qui en fait était en probation jusque-là,
parce que en 64, il s'est un peu battu avec un mec, il l'a un peu poignardé. Bon, ça arrive. Une soirée qui a mal tourné. Voilà. Bref, c'est la fin de sa probation en 67, du coup, bah, soirée. Au petit matin, il est en voiture avec un de ses potes, ils se font arrêter par 2 flics. Ça dégénère. Ils ont plus leurs armes, du coup. Alors, ils n'ont pas d'armes. A priori, ils n'ont pas d'armes. Mais bon, les versions, il y a autant de versions que de protagonistes. Alors, en pratique, non, parce qu'il y a un des flics qui meurt. Oui. Donc, lui, il n'a pas pu donner sa version. L'autre flic est blessé. Newton lui-même se prend, alors, selon les versions, entre 1 et 4 balles dans l'abdomen. Toujours est-il, il va à l'hôpital, il se fait arrêter à l'hôpital et il est accusé du meurtre du flic. Lui dira à l'époque que c'est les flics qui les ont agressés qui se sont défendus. Il y a des témoins qui diront qu'il y avait une autre personne qui était là pour tirer sur les flics qui s'est enfui. Les flics, bien sûr, diront que c'est Huey Newton et son copain qui ont attaqué et que les flics n'ont fait que se défendre. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'on ne le saura jamais. C'est pas très très grave. Enfin, c'est pas très grave. Dommage pour le flic qui est mort, mais... Bah oui, c'est ça. Là encore, chez vous, ne tirez pas sur les gens. Non, on ne tire pas. Qu'ils soient flics, militants ou quoi que ce soit. Oui, on ne tire pas sur les gens. Toujours est-il, donc Newton est arrêté, mais il va se poser en victime de violences policières, notamment parce qu'ils n'avaient pas d'armes quand même, les deux. Le flic, il s'est fait tirer dessus, a priori par une balle du même calibre que l'arme des policiers. D'accord. Donc il se fait passer pour une victime et surtout pour un prisonnier politique en fait. Et à partir de là, se met en place une campagne de soutien national presque, Free UA, pour libérer Huey Newton. Où ils vont distribuer des badges et tout. Enfin, il y a plein de gens, il y a même un peu des stars de cinéma qui vont... alors des stars de cinéma hippies, Oui. On parle pas de John Wayne. Non, Polanski. Ouais, peut-être. Non, mais Jane Fonda, des trucs comme ça, qui vont porter le badge et tout. Ça va être un cri de ralliement un petit peu au milieu de toutes les manifs guerre du Vietnam, anti-discrimination, etc. Donc, à la fois, ils ont un mec en prison, à la fois, ça fait parler d'eux, donc pourquoi pas. Ça leur permet aussi, la campagne Free UA, là, de se rapprocher des organisations de gauche, notamment le Parti communiste, le Peace and Freedom Party, qui sont des organisations plutôt blanches, plutôt les étudiants gauchistes de Berkeley et des autres universités. Le Peace and Freedom Party, ils vont même faire une alliance électorale. À un moment donné, Eldridge Cleaver va se présenter à l'élection présidentielle en 68 au nom du Peace and Freedom Party. Bon, sauf qu'il n'a pas 35 ans à l'époque, donc il n'a pas le droit, en fait. D'accord. Mais qu'on se rassure, il n'est pas élu. Ah bon? Non. Je me confonds encore dans mes présidents communistes. On ne sait plus trop. Bon, il va récupérer 0,05% des voix. C'était un début, quoi. Oui. Ils n'étaient pas encore assez connus. Écoute, il y a bien des gens qui croient à Asselineau. C'est un début. C'est vrai. Donc là, c'est... À la fois, ça fait parler d'eux, le Black Panther Party, là. À la fois, c'est encore un petit peu mitigé, mais on parle de plus en plus d'eux. Le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné. Du coup, émeute dans tout le pays. Et le 6, une fusillade éclate entre la police d'Oakland et un groupe de Black Panthers mené par Eldridge Cleaver. Les Black Panthers vont dire qu'ils ont été attaqués par la police sans raison. La police va dire que c'est une embuscade qui a été tendue par les Panthers. Bien plus tard, Eldridge Cleaver dira ouais, c'était bien une embuscade, mais en même temps, juste avant, au moment où il va dire ça, dans les années 80, il est sous le coup de la justice pour d'autres trucs. La justice le libère et en fait, il fait un deal avec la justice pour... ok, on oublie tout ça, t'as qu'à dire que c'était de ta faute. Oui, Encore une fois, on sait pas trop, mais... Dans la fusillade, il y a pas mal de blessés, et Bobby Hutton, le premier membre des Black Panthers, donc qui avait 16 ans en 66, donc là il en a 18, il est tué. Donc a priori, au moment où il était en train de se rendre, parce qu'à la fin les Black Panthers se sont rendus quand même, ce qui en fait un martyr. Bon, je vais dire que l'opinion publique est en faveur des Black Panthers, l'opinion publique de gauche, jeune, libérale. On est d'accord que les conservateurs vont dire « Vous avez vu, ils ont attaqué les flics et tout, c'est bien fait pour leur gueule ». Enfin, libéral au sens américain. Oui. Pas libéral socialement parlant, pas économiquement. C'est la première fois qu'un Black Panther est tué par la police, ça va pas être le dernier. Non, j'imagine. On va en avoir d'autres. Enfin, tué par la police avec des preuves. Ah non, il y en a plein qui vont être tués par la police, on est sûr que c'est la police qui les a tués. Non, je dis c'est le premier à être tué par la police avec des preuves. Les autres, enfin je sais pas, peut-être.
Ah, ça dépend des fois, en fait. Il y a des moments où c'est vraiment des assassinats, on va voir un peu plus Oui. tard, de la police. Il y a des moments où, en fait, Ils sont en guerre, quoi. oui, ils sont en guerre l'un contre l'autre. Donc, le moins de petits trucs, bah, les mecs s'engueulent et puis ils se finissent par se tirer dessus. Bon, pas sauf que les flics, ils sont mieux armés. Oui. Ils ont des gilets pare-balles, quoi. Bref. En août 68 toujours, encore des émeutes pendant la convention du Parti démocrate à Chicago. Il y a 8 militants qui sont arrêtés pour avoir provoqué les émeutes. Mhm. Enfin, c'est ce dont on les accuse. Parmi ces 8, il y a Bobby Seale. On va les appeler, en fait ça va être assez connu ces trucs-là, on va les appeler les Chicago 7. Alors normalement les Chicago 8, puisqu'il y a Bobby Seale, sauf que pendant le jugement, procès, merci, Bobby Seale va insulter tellement le juge, et bon, le juge, la justice, l'État, tout le monde, il est intenable, que le juge va le séparer des autres, parce qu'il va vouloir le juger pour outrage. Oui. En plus des histoires d'émeutes. En pratique, les histoires d'émeutes, il n'y a pas de preuve. Tu peux pas prouver qui est-ce qui a démarré une émeute. Enfin, en tout cas à l'époque. Oui, voilà, ce que j'allais dire, il n'y a pas de caméra de surveillance, il n'y a pas de téléphone portable, des trucs comme ça. Bobby Seale, il est arrivé la veille. Bon, pour organiser une émeute, il faut quand même un petit peu plus que 24 heures, quoi. Mais il va quand même prendre 4 ans de tôle pour outrage. Oui, c'est cher l'outrage. Bah, en fait, c'est 3 mois, l'outrage. Sauf qu'il va en avoir 16, quoi. Donc, bon. On peut dire que c'est quand même un petit peu de l'acharnement. Hein. Oh. Peut-être. Je crois qu'à la fin, il s'est dit, bon, j'en ai 15. Je t'en remets un petit. Je t'en remets un petit. Ça me fait plaisir. C'est pour moi. Ouais, au point où j'en suis. Voilà. Donc, les leaders des Black Panthers font un peu n'importe quoi, mais ça fait parler d'eux, et donc ça attire plus d'adhérents. Et en fait, ça commence à attirer au-delà des jeunes des ghettos. Parce qu'au début, c'est des jeunes du ghetto d'Oakland. Oui. Bah, c'est plus ou moins les Black Panthers, ou le gang ou la prison, quoi. Oui. Et en fait, ils commencent à attirer des jeunes étudiants noirs et des jeunes étudiants pas noirs. Bon, des pas noirs, pas beaucoup, hein, mais... Ce qui fait que le parti va commencer à se diversifier un petit peu et ne plus faire que des actions un petit peu d'éclat Oui. ou des surveillances de la police. Ils vont se faire à mettre en place des programmes sociaux. Parce que, bah, maoïste, il faut aider les gens. Oui. Et c'est comme ça que tu recrutes, en fait, en aidant les gens. Et donc, ils vont mettre en place des collectes et des dons de vêtements et de nourriture, de l'éducation populaire, à l'économie, à la politique et à l'histoire des Afro-Américains. De façon assez transparente et pas orientée. Oh, pas du tout. Enfin, bon, pour l'éducation populaire, Oui. c'est jamais orienté. Non, bah non. Et puis Bon. de toute façon, il suffit d'avoir un œil objectif pour voir que voir que le travail c'est du vol. Voilà. Des cours de self-défense quand même, parce que bon. Des cours de droit, pour que les gens sachent en fait quand est-ce qu'ils ont le droit de se faire arrêter, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais arrêter, etc. Ils vont mettre en place des centres de désintoxication, des programmes de transport des familles vers les prisons pour les visites, des cliniques gratuites, notamment pour faire des... Des avortements. Non, Non. pas particulier, enfin peut-être, mais D'accord. c'est quand même encore très interdit Oui. à l'époque. Non, surtout pour faire des campagnes de dépistage de la drépanocytose, D'accord. qui est une anémie génétique. Qui touche particulièrement les Noirs. populations noires. Une explication très simple à ça. Hein. La drépanocytose, alors ça peut être grave ou ça peut être complètement bénin. C'est le truc où tu as les globules en forme de faucille. C'est ça. Et en fait, ça protège du palu. Donc, toutes les populations qui viennent d'endroits où il y a beaucoup de paludisme, eh ben, elles ont une plus grande tendance à avoir la drépanocytose. Oui, parce qu'ils ont été sélectionnés là-dessus. Voilà. Bon, alors, la sécurité sociale aux États-Unis à l'époque, c'est pareil que maintenant. Hein. Oui. Ça n'existe pas. Et on n'informe pas trop la population noire qu'elles ont une maladie génétique. Bon, bah, eux, ils le font. Et surtout, le programme le plus emblématique, c'est le Free Breakfast for Children Program. Donc, le programme de petit-déj gratuit pour les enfants, à destination des enfants du ghetto, hein, bien sûr. Oui. Oui, parce qu'à Beverly Hills, ils n'ont pas besoin de... Non, pas trop. Enfin, peut-être qu'un deuxième ou un troisième petit-déj, pourquoi pas. Mais... je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Black Panther à Beverly Hills. Non, je suis pas sûr. Ceci dit. Bel Air, peut-être. Peut-être un, ouais. Ouais, ça va être le plus emblématique, le programme pour les enfants, là, parce que c'est ce qui permet de communiquer le plus facilement, quoi. Personne peut être contre donner de la bouffe à des gamins. Oui, c'est difficile d'être contre. C'est difficile d'être contre. Et puis, ça va les faire vachement bien voir dans toutes les communautés. Oui, mais tu sais, le cancer de la cistana... Ouais, ça doit être ça. À l'époque, le bulletin d'information des Black Panthers, enfin le petit journal qui publie, il est quand même tiré à 250 000 exemplaires.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est à la même époque, donc, aux Jeux Olympiques de Mexico, Tommy Smith et John Carlos, qui sont respectivement premier et troisième du 200 mètres, Oui. vont lever le point, un point ganté de noir sur le podium, en hommage au Black Panther. C'est un petit peu alors, c'est pas tout à fait l'apogée du parti en termes d'adhésion, mais en termes de reconnaissance et de ça se passe bien, c'est un peu le cas. Là, t'es un peu en train de nous spoiler le... Ça va mal se passer après. Ça se passe un peu moins bien. On va voir. Non, ça continue à se passer bien, pour l'instant. À Chicago et Los Angeles, notamment, les Black Panthers arrivent à faire des deals avec les gangs locaux pour qu'ils fassent des cessez-le-feu, pour qu'ils arrêtent de se tirer dessus entre eux, et surtout pour qu'ils arrêtent de tirer sur les civils, et qu'ils arrêtent de vendre de la drogue aux Noirs. Bon, vendre de la drogue aux autres, voilà, il faut quand même faire tourner le business, mais, Oui. mais éviter de filer de la drogue à des gamins, quoi. Ça marche au début. Jusqu'à ce qu'il y ait un gang qui se dise, mais attends, mais du coup, on peut être les seuls à vendre de la drogue au noir. Non. Business. Tu vas voir. Pourquoi Bon, en fait, vers la fin de 68 et le début de 69, ça commence un petit peu à se compliquer. Déjà parce qu'il y a de plus en plus de Black Panthers qui se font tuer par la police. Donc, soit dans des embuscades, soit dans des altercations, on en a déjà parlé. Ensuite, parce que les gangs et certaines organisations rivales, notamment Nation of Islam et United Slaves Organization, qui sont des organisations séparatistes, là où les Black Panthers sont pas séparatistes, en fait. Ils sont plus sur la branche... MLK, enfin Martin ouais. Luther King. Assimilationniste, on va dire. Universaliste. Ou universaliste. Donc il commence à y avoir en fait des meurtres entre Black Panther et ses gangs et ses organisations. Alors de temps en temps c'est les Black Panthers qui meurent, de temps en temps c'est les autres. Hein. Oui. Parce que ils s'entendent plus si bien que ça. Oui, et en gros pour exister il leur faut des voix et des adhérents et qui sont en compétition pour... On va voir un peu plus tard pourquoi. Pour l'instant, disons juste qu'ils se tirent dessus et ils se butent les uns les autres. En avril 69, à New York, il y a 21 Black Panthers qui sont arrêtés parce qu'ils sont accusés de préparer des attentats à la bombe. Parmi ces 21, il y a Afeni Shakur, qui est la mère de Tupac Shakur. D'accord. Donc ils sont tous arrêtés d'un coup à New York. Ça fait vachement de bruit parce que du coup, la police new-yorkaise et le procureur de New York est là genre « Ah, vous avez vu, on a empêché un attentat, les Black Panthers, c'est vraiment des terroristes et tout, ça va pas. » Jamais d'attentat à New York. Et bien sûr, les organisations de gauche et les Black Panthers, et enfin bon, tous les autres vont dire « Mais non, c'est un complot, ils n'ont jamais rien fait, etc. » Au sein des Black Panthers même, ils commencent à être paranoïaques parce qu'ils ont peur des indiques. D'accord. Ils en ont trouvé un ou deux et donc du coup, ils soupçonnent tous les uns les autres d'être un indique, de travailler en sous-main, soit pour Nation of Islam, soit pour la police, soit pour le FBI, soit pour un gang. Donc un peu parano, donc il y a un peu des purges et les purges se font un petit peu au pistolet par moment, quoi. D'accord. Bon, mais à peu près à la même époque, à Chicago émerge un leader, Fred Hampton. Fred Hampton, il est né en 48, donc il est un peu plus jeune que les autres. Pareil, hein, sa famille a émigré de Louisiane. Alors eux, pendant la première migration. Enfin bon. D'accord. C'est un type plutôt brillant en fait. Dans sa jeunesse, il a réussi à pas être délinquant, malgré du fait qu'il vient de l'époque du West Side de Chicago, donc un ghetto. Hein. En 66, au moment de la création du parti, il est étudiant en droit. Il milite à la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, qui est une des plus grosses associations afro-américaines pour les droits civiques. Et qui existe toujours. À laquelle vous pouvez faire des dons. Oui, c'est une bonne idée de faire des dons en ce moment. Et donc, il adhère au Black Panther Party entre fin 67, début 68. C'était celle-là, d'ailleurs, je crois, où il y avait Jim Jones. Alors, Jim Jones, il a coopéré, à Oakland notamment, avec les Black Panthers, avec la NAACP, au moment où il est encore en mode on fait des maisons ouvertes à tout le monde, où il est encore un peu cool, quoi. Où il adopte des enfants. Ouais, voilà. Je l'ai lu par endroit. Je crois qu'il y a Angela Davis à un moment donné qui est pote avec lui. Oui, il est pote avec Angela Davis, avec Jane Fonda. Ouais, voilà. Voilà, si vous voulez connaître la suite. Et je crois qu'Eldridge Cleaver va à Johnstown aussi. Retrouvez notre ancien podcast sur Jim Jones. Ouais, ça finit mal aussi. Donc c'est un orateur assez brillant. J'ai vu quelques vidéos de lui parler dans la rue et tout. Le type, il a 21 ans. Il parle hyper bien. C'est vraiment... Il a un charisme assez ouf. Et donc, à la section de Chicago, il monte les échelons assez vite. Surtout qu'il organise les manifestations en soutien à Bobby Seale en 68, pendant son procès.
C'est lui qui organise le programme des petits-déj. C'est lui qui a négocié le cessez-le-feu entre les gangs du West Side de Chicago. Et surtout, à Chicago, il a formé la première Rainbow Coalition en faisant une alliance entre le Black Panther Party, les Young Lords, qui sont des portoricains. D'accord. C'est un peu le pendant portoricain des Black Panthers. Les Young Patriots, qui sont le pendant white trash des Black Panthers, ces mecs qui viennent des Appalaches. Le SDS, les Students for a Democratic Society, qui est des étudiants de gauche, quoi. Voilà, le côté un peu upper class. Voilà. Les Brown Berets, qui sont des Chicanos, des Mexicains principalement. La American Indian Movement, qui sont donc des Indiens. Des Indiens, oui. Non, des Native Americans, on va dire. Mm-hmm. Et la Red Guard Party, qui sont des Chinois communistes. D'accord. Des Américains, des Sino-Américains. Donc, très United Color of Benetton. Hein. Rainbow Coalition, ça va être repris bien plus tard par Jesse Jackson, mais donc c'est lui qui arrive à faire tout ça parce qu'il est tellement charismatique, ce type-là, c'est difficile de lui dire non, quoi. C'est surtout United Colors of Marxism. Un petit peu. Ce qui va très bien avec le côté internationaliste. Oui. Et donc, il commence à gêner un petit peu Fred Hampton. La police de Chicago notamment. Sauf que ce con, à part organiser des manifs, il se bat pas, il porte pas d'armes, il se bat pas avec la police et tout. Il y a un moment donné, on va quand même réussir à l'accuser de cambriolage, parce qu'en fait, il a volé des Esquimaux dans un ice cream truck, donc un camion à glace, ouais. Un camion à glace, pour les donner aux enfants du quartier. Il va être condamné à 2 ans de prison pour ça. Ouh. Heureusement, le People's Law Office, qui est une association d'avocats pro bono pour les gens injustement attaqués par la justice, notamment les Noirs des associations des droits civiques, vont réussir à le faire sortir sous caution. En novembre 69, Bobby Seale est en prison, Newton est en prison, Cleaver est en prison. Non, Cleaver, il s'est barré à Cuba. Parce qu'après son histoire d'altercation, là où Bobby Hutton est mort, plutôt que... il sait très bien qu'il va être condamné s'il va à son procès. Il se barre à Cuba. Puis ensuite, il ira à Alger pour rencontrer d'autres révolutionnaires pendant le Pan-African Cultural Summit, un truc comme ça. Enfin, il va faire un petit peu la tournée des pop-up des révolutionnaires. Il va aller jusqu'en Corée du Nord. D'accord. Et du coup, il va fonder la section internationale du Black Panther et tout. Avec il est chaud, Kim. Avec Kim Il-sung. Ouais, il va rencontrer Kim Il-sung. Il va rencontrer plein de gens, notamment des indépendantistes des pays africains. Oui. Il va croiser le Tché. Non, je crois pas qu'il croise le Tché, je sais plus. Le Tché était en Afrique aussi à un moment. Ouais, mais je sais plus s'il se croise. Je crois qu'il va au Nord-Vietnam, je crois qu'il rencontre Ho Chi Minh. Mais le Tché, je suis pas sûr. Bon, bref. Toujours est-il, pour les Black Panthers aux États-Unis, il n'y a plus trop de leaders. Et donc en novembre, Fred Hampton, il va à UCLA pour rencontrer l'exécutif, on va dire, du parti, qui va le nommer chef de cabinet, enfin chief of staff, et porte-parole national. D'accord. En gros, tout le monde est prêt à dire que c'est lui qui sera le prochain chef, quoi, parce qu'il est beaucoup plus charismatique que tous les autres. Pendant qu'il est à Los Angeles, il y a 2 policiers qui se font tuer à Chicago dans une altercation avec les Black Panthers. Et du coup, quand il rentre, début décembre, dans la nuit du 3 au 4 décembre, la police de Chicago fait un raid sur l'appartement des Black Panthers où vit Fred Hampton. Mm-hmm. Une fusillade éclate et Hampton et un autre Black Panther sont tués. Le lendemain, la police prétend que c'est de la légitime défense, qu'ils ont trouvé une cache d'armes, qu'ils y étaient allés en disant c'est la police, ouvrez rendez-vous, et que les Black Panthers ont tiré depuis l'intérieur. On n'est pas armés, on peut juste discuter. Voilà, on a un mandat, machin. Le People's Law Office, là, les mêmes avocats qui l'avaient sorti de prison, vont faire une contre-enquête dans les jours qui viennent parce que la police est tellement sûre de son fait qu'ils vont même pas fermer l'appartement. Donc le lendemain, les avocats, ils sont dedans. Donc, dans leur contre-enquête, ils vont prouver que la police a tiré 90 fois de l'extérieur de l'appartement vers l'intérieur et qu'il y a une seule balle qui a été tirée depuis l'intérieur de l'appartement. Vers le plafond, ils ont réussi à déterminer que c'est l'autre Black Panther, je n'ai pas noté son nom, qui est mort, qui, en mourant, en fait, a un réflexe et appuie sur la gâchette. Ils vont déterminer que Fred Hampton, il est mort de 2 balles dans la tête tirées à bout portant. Ça sera corroboré par des témoins, parce qu'il y a notamment sa copine qui est enceinte de 8 mois et demi à l'époque, qui est dans la pièce d'à côté. Bref, un petit problème de relations publiques pour la police de Chicago.
Moi, ce que j'ai lu sur cet incident que je connaissais, c'est que les flics sont sortis de la pièce où dormait Fred Hampton et qu'ils ont entendu du bruit, ils se sont dit merde, il est pas mort. C'est un peu ça, ouais. Ils ont sont retournés là, on a entendu 2 détonations. C'est un peu ça. Moi, ce que j'ai lu, j'ai vu notamment une interview de la copine de Fred Hampton quelques années plus tard, où elle dit, en gros, ils rentrent, ils tirent partout. À un moment donné, ils se rassemblent tous. Moi, ils m'ont enlevé de la pièce où dormait Fred Hampton. Ils se rassemblent tous. Il y a leur chef qui dit, bon, on est sûr qu'il est mort, Hampton. Ah bah non, en fait, il bouge encore. Poum poum. Ouais, c'est bon, cette fois, il est mort. On est sûr. Légitime défense. Légitime défense. Bon. On va en reparler un petit peu plus tard de cette histoire. Mais donc, le procureur de Chicago est complètement discrédité. La police de Chicago aussi. Dans les médias, c'est ouais, on assassine, machin. 2 jours plus tard, il y a le Weather Underground, qui est une organisation paramilitaire De météorologistes. de météorologistes blancs. Non, c'est un peu le pendant des Brigades Rouges en Allemagne. C'est des types qui prennent le maquis, quoi. Ils sont partis en couille. Qui fait sauter des voitures de police à Chicago devant un commissariat. Enfin bon, c'est gros bordel à cause de ce truc-là. Et du coup, dans l'opinion publique de gauche, ça redore encore le blason des Black Panthers. C'est à ce moment-là que Jane Fonda va les rejoindre, d'ailleurs, officiellement. Que Angela Davis aussi va les rejoindre, qui est déjà un petit peu connue en tant que militante. À la même époque, à New York, Leonard Bernstein, le compositeur, va organiser des levées de fonds au profit des 21 Panthers qui se sont fait accuser de terrorisme. Il va réussir à lever assez d'argent pour payer la caution de 2 d'entre eux, dont Afeni Shakur. Donc toujours la mère de Tupac Shakur. Donc ça, c'est fin 69, début 70. En fait, à cause de l'assassinat d'Hampton, on reparle à nouveau des Black Panthers partout. Oui. Il y a de nouveau des adhérents en plus. C'est un peu le pic des Black Panthers. Ils vont avoir 68 sections dans 68 villes américaines. Ils vont avoir plusieurs milliers d'adhérents. Alors j'ai lu entre 5 et 10 000. Bon, difficile de savoir vraiment, ouais. La justice américaine marche un petit peu sur des œufs, donc ils vont abandonner les poursuites contre Huey Newton, qui du coup va reprendre la tête du Black Panther Party. Voilà. Afeni Shakur, qui est enceinte de Tupac à l'époque, qui risque 300 ans de prison, qui est même pas allé à l'université, va assurer sa défense toute seule. Et pendant un procès de 8 mois, qui est le procès le plus long et le plus cher de l'État de New York à l'époque, elle va réussir à démonter toutes les preuves et tous les témoins de l'accusation et de faire acquitter elle et les 20 autres. Le 12 mai 1971, ils sont tous acquittés. Et on lui donne un diplôme d'avocat. D'avocate, non. J'ai lu quelques trucs, c'est abusé. Les mecs, les flics, ils ont posé des faux bâtons de dynamite. Enfin, c'est les flics qui les ont posés, quoi. Enfin, c'est débile. Comme preuve qu'ils allaient faire des attentats, ils ont fait « Oh, regardez, ils ont un radio-réveil. C'est un détonateur. » Enfin, genre, c'est débile, l'accusation. Donc ça, c'est 71. En 71, pour faire la nique à Nixon, donc c'est à l'époque où Nixon va rencontrer Mao en Chine. Oui. Huey Newton va aller en Chine quelques mois avant. Il va pas rencontrer Mao, mais il va rencontrer Zhou Enlai, le Premier ministre. Voilà, bon, profite un petit peu du momentum, quoi. Et puis en 71, se passe autre chose. Il y a un petit groupe de 8 activistes blancs, des professeurs d'université, on le saura beaucoup plus tard. Le Citizens Commission to Investigate the FBI, donc la commission citoyenne pour enquêter sur le FBI, qui va révéler à quel point le FBI a saboté les Black Panthers. En fait, ils vont faire un cambriolage dans le bâtiment du FBI à Media, en Pennsylvanie. C'est un peu ballsy, quoi. Non, mais c'est ballsy. Les mecs, c'est des profs d'université. Il y en a un, il est prof de religion. Il y en a un, il est prof de physique. Bon, à la limite, ok, t'es prof de physique. Ouais, t'as un bon physique, quoi. Non, mais peut-être qu'à la limite, tu sais faire des bombes, tu vois, je sais pas. Mais c'est des profs d'université, ils sont 8. Cela dit, Indiana Jones est prof d'université, rappelons-le. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont 8, c'est des activistes un peu, mais c'est des types qui ont la grosse trentaine, quarantaine, quoi. Ils ont participé au mouvement des droits civiques, mais bon, ils sont un peu rangés des voitures. Ils décident de faire ça parce qu'ils sont persuadés que le FBI manœuvre contre les mouvements anti-guerre du Vietnam. Et donc, pendant des mois, ils vont préparer un cambriolage donc à Media, parce qu'ils se sont rendus compte que le bâtiment était plus petit et moins gardé que celui de Philadelphie. Ils vont rentrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des étudiants de l'université. Ah oui, on vient voir comment ça se passe, le FBI. On vient en stage. Et tout. Je suis en stage de troisième. Non mais c'est ça, il y en a un, il envoie sa femme en stage. Enfin, il envoie sa femme. Non, sa femme fait partie du groupe et elle se fait passer pour une stagiaire, quoi. Du coup, ils ont les plans du machin et tout.
Et le 8 mars 71, la nuit du 8 mars 71, pendant le match du siècle entre Mohamed Ali et Joe Frazier, ils se disent, bon, c'est bon, les mecs, ils vont être tous plantés devant leur radio, ils vont pas du tout écouter. Ils arrivent à rentrer dans le truc, et en 1 heure, ils ressortent avec 1000 documents classifiés. Ils vont les lire tout de suite après, enfin, tu vois, ils rentrent chez eux, ils vont les lire. Hop, Wikileaks. Bah, c'est un peu Wikileaks, ouais, mais à l'ancienne. Et en fait, plutôt que des trucs sur la guerre du Vietnam, ils vont découvrir l'existence du Counter-Intelligence Program, ce qu'on appellera après aux États-Unis COINTELPRO, qui est un programme qui a été créé par Hoover lui-même dans les années 60 pour, je cite, perturber, discréditer et neutraliser les mouvements dissidents par tous les moyens nécessaires. Alors COINTELPRO, c'est un peu un des buzzwords du mouvement conspirationniste. Ouais, mais c'est vrai. Oui. Enfin, je suis d'accord. Mais sauf que vraiment, les mecs, ils sortent 1000 documents de ce truc-là, et ensuite, ils les envoient au Washington Post, ils les envoient à plein de trucs. Oui, mais parce que c'est vrai, tu peux mettre derrière, après, en rajouter. Et j'ai lu, en fait, quelques-uns de ces documents, parce que tu les trouves, en fait, sur Internet, c'est pas très compliqué. C'est pas des conspirations incroyables, c'est juste les mecs du FBI et Hoover lui-même. Hein. Il y a notamment un moment, il y en a un où tu as un agent à San Francisco qui fait un rapport en disant, bon, bah, en fait, les Black Panthers, ils filent à bouffer aux enfants, ils ont une école, ils donnent des fringues aux pauvres, bon, je vois pas pourquoi on s'excite. Et Hoover qui dit, non, vous pouvez pas me dire ça. Pendant qu'ils donnent à manger aux enfants, ils leur font de la propagande communiste. D'ailleurs, ils attaquent plein de flics, même si vous vous en rendez pas compte, c'est vrai. Donc, vous me trouvez des preuves, et plus vite que ça. C'est comme ça qu'on fait une bonne enquête. Voilà. Si tu sais pas ce que tu veux prouver au départ, c'est difficile de faire une enquête. Ben oui. En fait, les organisations Nation of Islam, United Slave Organization, le FBI va leur envoyer des lettres anonymes en leur disant, oui, il paraît que les Black Panthers, ils disent que vous avez des petites bites, quoi, en gros. Mais c'est limite ça, ils font des caricatures. Ils font des espèces de faux tracts militants avec des caricatures où, alors selon qu'ils l'envoient au Black Panther ou à la US Organisation, par exemple, il y en a qui c'est des poulets, l'autre c'est un serpent, il y en a c'est des... Enfin, tu vois, c'est de la manipulation, mais... De bas étage, ouais. Ouais, de bas étage, mais ça marche. Ils vont renvoyer des lettres anonymes à Cosa Nostra en disant que les Black Panthers veulent les tuer. Ils vont infiltrer des mecs au sein des Black Panthers. En fait, dans ces documents, on se rend compte que Fred Hampton, non seulement c'est effectivement un assassinat qui a été organisé par la police de Chicago, chapeauté par le FBI, oui, mais qu'en plus, il y avait un indique qui avait réussi à se faire engager par les Black Panthers et à devenir le garde du corps de Fred Hampton. Qui s'est fait tuer. Non, qui l'a drogué la veille au soir en mettant des somnifères dans son café, oui. En gros, qui s'est barré, lui, parce qu'il savait qu'il allait avoir une attaque, et qui, après l'assassinat de Fred Hampton, a demandé une prime au FBI. Et le FBI, ouais, c'est bon, double tamponné, pas de problème, prime. Yapo. Yapo. Parce qu'il leur avait donné aussi un plan de l'appartement avec l'emplacement exact du lit de Fred Hampton. Du coup, c'est plus difficile de dire que c'est de la légitime défense. Ouais. Ben, là, ils sont complètement grillés. Hein. La police de Chicago, là-dessus, ils sont complètement grillés. J'imagine qu'ils s'en sortent en faisant comme n'importe quelle police, en disant « Ah bon, non, j'entends rien. Pardon, on a des trucs à faire. » Un peu. On se rend compte aussi que c'est COINTELPRO qui a mis sur écoute et fait chanter Martin Luther King parce qu'il trompait sa femme, qui a exacerbé les tensions entre Malcolm X et Nation of Islam. Enfin, sur toutes les associations que j'ai nommées tout à l'heure dans la Rainbow Coalition, ils les ont toutes ciblées, hein, mais surtout les Black Panthers. Les 21 de New York et tout, machin. C'est incroyable, ce truc-là, quand tu lis les trucs. Et les mecs de la Citizen Commission, oui. nos petits lanceurs d'alerte, ils seront jamais inquiétés. 2 ans plus tard, il y a un agent du FBI qui vient sonner chez un des types en disant « Oui, vous n'êtes pas au courant de ce truc-là et tout. » « Ah non, mais alors moi j'ai lu dans les journaux COINTELPRO, c'est vraiment dégueulasse et tout, comment vous avez pu faire ça ?» Oui, bon, ok, c'est bon, on écrase. Ils vont révéler leur identité en 2014. Ah oui. En 2014, il y en a un d'entre eux qui fait « Les gars, j'ai besoin de pognon, on ne pouvait pas qu'on écrive un bouquin. » Ils ont écrit un bouquin, ils ont révélé leur identité à l'époque, à ce moment-là. Et tu vois des photos d'eux, c'est des petits papis maintenant, quoi. Bref. Tout ça fait que à la fois le FBI perd un petit peu en crédibilité. Il va finir par y avoir une commission d'enquête, hein, la commission Church, qui va enquêter donc sur COINTELPRO et sur tout un tas de malversations du FBI. Mais heureusement pour le FBI, il y a Dick Cheney et Donald Rumsfeld, qui à l'époque sont sénateurs,
Oui. je crois, ou travaillent pour le gouvernement, je sais plus, qui vont dire non, 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 mais attendez, donnez-moi un marqueur, je vais vous montrer ce que vous avez le droit de dire. Et puis, tiens, il y a plus que du noir sur vos documents. Bon, COINTELPRO va être dissous à ce moment-là, mais en fait, ça va quand même continuer un petit peu, hein, parce que Bah, c'est quand même le but du FBI, en partie. en partie, en partie. Le Le fait contrôle. est que un des premiers trucs que Hoover a fait quand le FBI a été créé, c'est de faire ça sur l'association de Marcus Garvey à l'époque dont j'avais Oui. parlé. Bref. Bon, après 71, là, ça part un petit peu en couille pour les Black Panthers, notamment parce que Huey Newton, il tombe complètement dans la paranoïa. Alors, est-ce que c'est à cause de COINTELPRO? Est-ce que à cause Tous ces potes qui sont morts. de tous ses potes qui sont morts? Bon, toujours est-il. Il vire Eldridge Cleaver à la section internationale, qui du coup va devenir la Black Liberation Army. Enfin, ils prennent le maquis, ils se mettent à détourner des avions, ils font n'importe quoi. En 72, il va fermer des sections partout aux États-Unis parce que c'est trop compliqué à gérer. Il faut que tout le monde se rejoigne à Auckland. Bobby Seale sort de prison en 72, il va se présenter à la mairie d'Auckland, il va arriver deuxième quand même avec 19% des voix. Et à ce moment-là, il y a des Black Panthers qui commencent à se faire élire quand même. Alors pas à maire, hein, mais dans des postes un petit peu inférieurs, mais une partie des Black Panthers va partir là-dedans. On va essayer de se faire élire. En 74, Newton est accusé d'avoir tué une prostituée de 18 ans. Il fuit à Cuba. Là, a priori, c'est pas un coup monté. Hein. Il l'a quand même tué, quoi. Bon. Du coup, le parti est repris par Elaine Brown, qui est une militante qui est là depuis longtemps quand même, et qui va se recentrer sur l'éducation populaire. Elle va faire un peu comme Louise Michel, en fait, elle va ouvrir une école. D'accord. La Auckland Community School, qui va hyper bien marcher, ils vont recevoir des prix et tout, machin, ça va hyper bien marcher. Sauf que en 77, Newton rentre d'exil parce que il y a plus de témoins. La témoin, elle a eu Un accident. elle est tombée sur un pistolet chargé, dans le désert, voilà, ça arrive. Il va reprendre les rênes du parti, il va tabasser la seconde d'Hélène Brown, enfin, ou faire tabasser. Du coup, Hélène Brown se casse. En 80, il y a plus que 27 membres du Black Panther Party. En 82, Huey Newton est accusé de détournement de fonds. Il semblerait que ça soit un coup monté, pour le coup. À part un chèque de 15 000 $. Il admet que, bon, d'accord. Bon. Mais on l'avait accusé pour 400 000. Et donc, il dissout le parti D'accord. en 82. En fait, le parti a vraiment été très actif entre fin 66 et début 71, quoi. D'accord. Après, c'est plus que l'école à Auckland, plus ou moins. Ok. Et il n'y a pas eu de résurgence. Alors, après ça, t'as Bobby Rush, qui est un des premiers membres du Black Panther Party, qui sera élu à la Chambre des représentants en 92. Il y est toujours. Ça fait 28 ans qu'il est député. C'est bien. Il y a un New Black Panther Party qui va apparaître, alors par intermittence, fin des années 80, des années 90, mais alors pour le coup, c'est des séparationnistes. Enfin, Oui, c'est pas le même idéal. pas du tout. Newton va se faire assassiner en 89, donc lui, voilà. Il sera assassiné par un mec d'un gang, voilà, c'est pas en couille. Non, il ne va plus vraiment y avoir de Black Panther Party, mais voilà, on en parle encore maintenant et ils ont créé un mouvement, quoi. Bon, et puis juste pour finir, le rapport avec le Wakanda. Oui. Parce que Black Panther dans Marvel, il apparaît en juillet 66 pour la première fois. Donc avant le. Ouais, quelques mois avant, mais c'est un personnage secondaire des 4 Fantastiques. Il apparaît dans 2 numéros. Est-ce que Bobby Seale et Huey Newton ont lu ces 2 numéros des 4 Fantastiques? C'est peu probable. Ce qui est plus probable, c'est qu'ils se soient inspirés de Stokely Carmichael, qui est aussi un militant des droits civiques, qui fait partie, et qui a fondé même, le Lowndes County Freedom Organization, qui était un parti politique en Alabama, qui a voulu présenter des maires, des trucs comme ça. Oui. Et en fait, la loi de l'Alabama à l'époque oblige les partis politiques à avoir un logo pour que les gens qui ne savent pas lire puissent les reconnaître. Le Parti démocrate a pour logo un coq blanc, et eux, ils vont prendre le logo en fait de l'université locale, de l'équipe de sport de l'université locale, qui est une panthère noire. Ils vont dire, mais c'est super pour nous, panthère noire, pouf. Et donc, Carmichael, là, en fait, il vient à Berkeley en octobre 66 pour faire une conférence où sont Newton et Seale, avec le logo Black Panther d'Alabama sur lui. Et ils font, ah, mais c'est super, on reprend ce logo-là. D'accord. Voilà. Donc la même origine.
peut-être. La même inspiration. Oui, non, a priori, c'est vraiment le même. Enfin, Oui. le premier logo des Black Panthers, c'est le logo de Oui, la- non, de mais je l'université parle pour de- le comics. Alors, le comics, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être une coïncidence. Si vous y connaissez en comics et en Wakanda, Et on regarde. Dans les années 70, il y a un moment où Black Panther, il s'est appelé Black Leopard. Parce que il y a peut-être eu un peu des pressions sur Marvel. oui, ou des questions de copyright. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais j'ai plus lu, ce que j'ai lu, c'est plus des pressions. D'accord, du FBI qui a dit genre, Ouais. Arrête, c'est gentil Stanley, mais c'est gentil, mais il faudrait pas que ça devienne populaire, ce machin. oui, voilà. Alors, on va pas parler tout de suite de comics. Mais on va en parler. Alors, j'ai pas complètement prévu, mais pourquoi pas. Bon, c'est toujours bien de parler de comics. Moi, je voulais te poser une petite devinette. Quel est le point commun entre Luke Skywalker et Jaime Lannister? Alors, je vais être un peu plus précis, parce que on va dire, Guillaume, tu viens du Nord, tu vas encore nous parler d'inceste. Super. Non, je vais rajouter dans la liste, je te rajoute Ash Williams, je te rajoute Bucky. Ah, attends, quel Bucky? Bucky on parle de comics. Ah, Bucky de Captain America, quoi. Bucky de Captain America. Et Ash Williams? Ash Williams, qui est un personnage de la pop culture américaine. Je connaissais pas. Est-ce que tu vois le point commun? Ils sont blonds? Non. Ah non, je sais pas. Si je te rajoute Cobra. Non, toujours pas. Cobra, il a quand même une caractéristique assez... Cobra, je suis pas très au fait. Si je te rajoute Megaman. Il a une arme à la place du bras. Hey, il s'est fait couper un bras. Exactement. Il s'est fait couper une main. Ah ouais. Exactement. Et en fait, on va parler de prothèse de main. Voilà. Belle intro. Voilà, c'est mon sujet. Je sais pas pourquoi, mais j'avais une petite odeur de prothèse en tête. Je parlais aussi à des scientifiques très bien qui travaillent sur des prothèses. Donc, ça m'est venu comme ça. Et pour plein d'autres raisons dont on va parler. Parlons néolithique. La plus vieille prothèse. Elle vient du néolithique? Alors, limite néolithique. Moins 3000. Ah ouais. Pas tout à fait, hein. C'est limite. Moi, ce que j'ai lu, c'est que je me suis quand même dit, tiens, moins 3000, est-ce qu'on serait pas au point de vue du néolithique? Ce que j'ai vu, c'est qu'on est... Ouais, on est limite quand même. On est limite. On est limite. Tu sais que Black Panther, parce que Marvel, c'est quand même Oui. tiré de faits réels. Bah oui. Marvel, 1 million BC, il y a Black Panther. Donc en fait, j'aurais pu lier Black Panther avec vrai. le néolithique. Bon, là, en l'occurrence, en fait, la première prothèse connue, c'est une prothèse d'orteil. Un gros orteil qu'on a retrouvé sur une momie. Et c'est une prothèse qui est déjà pas mal. Elle est en bois. Elle peut se plier. Oh. Mais il paraît que quand tu perds ton gros pouce, c'est hyper dur de marcher après. Bah, je pense que c'est pour ça, mais on va pas s'attarder trop là-dessus parce que mon sujet c'est quand même une prothèse de main. On va pas partir dans tous les sens. il y a un moment où il faut savoir se concentrer. Ouais, on a une ligne éditoriale quand même. Bon, avant d'arriver aux prothèses de main, il y a quand même Hérodote qui parle régulièrement de soldats avec des pieds en bois. Ouais. Chez les Étrusques, on retrouve des fausses dents. Ah, seulement, je pensais qu'on en aurait retrouvé avant, tiens. En tout cas, c'est les premières fausses dents, je crois, qu'on retrouve. Il y a une prothèse célèbre qui date de moins 300, qui s'appelle la jambe de Capoue. Donc, c'est une prothèse de jambe qu'on a retrouvée à Capoue. Ah, je crois que c'était le mec qui s'appelait Capou. Non. La jambe de Capoue, et donc qui est en bois serti dans du bronze. Ah, C'est assez joli. C'est un bel ouvrage d'art. Si on se disperse pas trop et qu'on revient sur nos histoires de prothèses de main, ouais, quand même. la première qui apparaît dans l'histoire, c'est dans Pline l'Ancien, 77 après Jésus-Christ, dans son Histoire naturelle. Il nous parle d'un général romain de la deuxième guerre punique. Donc deuxième guerre punique, 218 à 201 avant Jésus-Christ. Les guerres puniques contre Carthage, quoi. Exactement. Rome contre Carthage. Carthago, Delenda Est. Exactement. Delenda est Carthago, enfin je sais plus. Oui, Ouais, bon. Bref. C'est de la rhétorique après. Marcus Sergius. C'est le nom du général? C'est le nom du général. Alors, Marcus Sergius, c'est un général... c'est pas le général qui reste dans son fauteuil. Hein. De campagne des guerres puniques, il va être blessé 23 fois. Ouais, mais je crois qu'à l'époque, de toute façon, général, t'es pas trop en arrière, Alors, en fait, à part je sais- Jules César, quoi. Je mais- sais pas si blessé 23 fois, c'est bien ou pas. Enfin, d'un Ouais, côté, c'est c'est héroïque, mais d'un autre côté, t'es peut-être pas très très bon. C'est peut-être une chèvre, le mec. C'est ça. Il va perdre globalement un peu tout au long de sa carrière l'usage de ses mains et de ses pieds. Voilà. Ce qui est plus dur pour se battre. Ouais. Ce qui est plus dur pour se battre, alors je crois qu'il va s'en remettre un peu pour certains. Il va être capturé 2 fois par Hannibal, Ah, ce qui est pas très cool. Il va s'évader 2 fois.
Bah ça, c'est... Ça, c'est déjà mieux. Et en fait, lui, il va se faire fabriquer une main droite en fer qui l'attache le long de son corps et qui lui sert à tenir un bouclier. Ok. Parce qu'il est coupé, donc il lui manque que la main Oui. ou il lui manque tout le bras? Il lui manque que la main. Mhm. Enfin, la main et le poignet. Donc, il va se faire fabriquer une main droite en fer qui tient son bouclier. Avec ça, il va quand même faire le siège de Crémone. Il va sauver Placentia. Il va prendre 12 camps en Gaule. Parce qu'au passage, parce que pour aller à Carthage, passer Bah, par la France, c'est pas mal. Bah, les éléphants, ils sont passés par les Alpes, hein, quand même. Oui, mais les éléphants, c'est les Carthaginois, du coup. C'est Bah pas oui, normal. du coup, quand tu vas te battre contre l'armée, Mais je c'est crois l'armée- qu'ils avaient passé les Alpes, les éléphants. c'est-à-dire qu'avant, j'imagine qu'on n'a pas attendu qu'ils passent les Alpes pour aller se battre contre eux. Ils ont dû passer par la Gaule. Enfin, j'imagine. Je suis pas un expert des guerres puniques. Hein. Je suis Ouais, vachement plus calé en prothèse de main. On en parlera un jour, c'est parce que c'est marrant, les guerres puniques. Bref, Marcus Sergius, Pline l'Ancien, première documentation d'une main artificielle. Une autre main connue, moins connue que la main qui tue. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est un chef-d'œuvre. Ça va. En 1985, en Italie, on découvre une nécropole médiévale. Mhm. Et à l'intérieur de cette nécropole, on va voir un homme qui a la main amputée environ mi-avant-bras. Mhm. Alors, en 85, on se dit, tiens, c'est marrant, il a la main coupée. Les gens vont revenir réexaminer un peu ces squelettes en 2018. Ce qu'on va apprendre, c'est que globalement, cet individu, qui s'appelle TUS-80, C'est un nom joli. Voilà. C'est les- poétique. Oui, parce qu'apparemment les Lombards avaient des noms de droïdes, donc c'est un Lombard, il est mort à peu près entre 40 et 50 ans. Ouais, Il a vécu entre le 6e et le 8e siècle. c'est large. C'est large. Ouais, il a vécu ça, entre 40 et 50 ans quand même. C'est peut-être un peu Ouais, enfin. overlap. Et en fait, on ne sait pas vraiment comment il a perdu sa main. Ouais. En fait, les Lombards, à cette époque-là, c'est un peuple qui est un peu guerrier. Donc on se dit peut-être au combat, ou c'est peut-être une punition. Ou peut-être un accident, il y a pu y avoir un. Peut-être un ou menhir peut-être qui un lui est tombé accident. dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a vécu assez longtemps après son amputation, parce que ses blessures, les os ont l'air guéris, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des traces de cale Mhm. sur les extrémités. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il a un côté, le côté où il est amputé, où il a une usure très prononcée sur les dents, au point que ses gencives sont creusées, Mhm. qu'elles sont affectées. Il a aussi le bras qui est amputé, qui est déformé, Mhm. qui est en fait déformé sûrement parce qu'il a été maintenu dans une position qui n'est pas naturelle. Ce qu'on trouve aussi, surtout, en fait, c'est qu'on trouve un poignard qui est attaché avec une poignée qui épouse la forme du bras. Ah ouais, donc là, il s'est fait un bras épais, quoi. Exactement, il s'est fait un bras épais. L'hypothèse, c'est que, en fait, son bras épais, il le maintenait attaché avec des sangles de cuir. Mhm. Donc c'est la position un peu étrange qui fait que ça a déformé son bras et que ces sangles, il fallait les serrer. Et donc il les serrait avec les dents. Ah oui, ça explique tout. Effectivement. Voilà, ça explique tout. On n'est pas sûr que c'est vrai en Oui. même temps. Mais c'est élégant. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que là, on est au 6e, 8e siècle. Et c'est assez impressionnant, en fait, le fait qu'il ait pu survivre. Ça démontre aussi le fait que, à ce moment-là, au Moyen-Âge, quoi qu'on dise sur l'âge sombre et tout ça, c'est un moment où on fait gaffe aux malades. Bah oui, enfin. Où on s'en occupe bien, c'est pas, t'es blessé, t'es condamné, on te laisse crever. Après, je pense que ça dépend un petit peu de ton milieu social aussi. Oui, mais lui, il était pas particulier. Enfin, c'est une nécropole, ok, mais on l'a enterré, mais c'est pas un roi, quoi. Ouais, c'était peut-être un brigand parce que le côté bras épais. Ouais. On peut penser ce qu'on veut de Oui, de toute lui. façon. Mais c'est peut-être un brigand en grand cœur, je crois. Ouais, il a sauvé une vierge à un moment. Enfin, bon, Exactement. Qu'il a épousé ensuite. épousé ensuite. Il a fait 4 enfants. 4 enfants, dont 5 sont devenus membres du Black Panther 2000 ans plus tard. 1340, on va voir un petit bouleversement dans la guerre en Occident, dont on a déjà un peu parlé dans la confiture. C'est l'arrivée de la poudre. Et des canons. Et donc, qui dit poudre dit canon, qui dit poudre dit balle aussi. des Et qui dit explosions canon, qui dit canon et balle dit, on fait plus mal aux gens. Quand même. Amputations. Donc plus d'amputation et deux conséquences au fait qu'il y ait plus d'amputation. Un, la technique d'amputation se développe. Mhm. On y arrive un peu mieux. Parce qu'à l'époque, il faut se dire que, vu les conditions et les nombreux antibiotiques, médicaments et tout ça qu'on a à disposition, un médecin barbier, parce que Oui. c'est ça, hein, c'est les médecins barbiers sur le champ de bataille,
quand ils voient quelqu'un qui est blessé comme ça, ils ont pour faire l'amputation en elle-même en entier 30 secondes et pour soigner le patient, il n'y a pas besoin d'être très patient vu le temps que ça prend, mais tout compris 3 minutes. Au-delà, Au-delà, c'est foutu, il se vide de son sang. Et... Exactement. Il s'infecte. Voilà. Donc, il faut être... là, on arrive à une période où il faut commencer à être... Ils connaissent peut-être pas le garrot. Bah, si, 1340, si. ils ont dû ramener le garrot de Si, personne. je pense qu'ils connaissent le garrot, mais c'est juste que ça s'infecte, tu te vides de ton sang, tu hurles, t'as pas d'anesthésie. Enfin, c'est pas cool, quoi, de se faire amputer sur un champ de bataille à la scie. Non, je pense. Pas un mousquet en plus. Et tout ça nous amène chronologiquement à notre héros principal de cette histoire de prothèse de main, qui est le chevalier Götz von Berlichingen. Très poétique aussi, comme nom. Alors, en fait, son histoire, elle est assez connue en Allemagne. Mhm. Elle n'a pas beaucoup traversé les frontières, apparemment. Bah, c'est peut-être un problème de nom. Mais Tu vas marquer. on en parlera après de sa légende et du fait que ce soit connu, parce qu'il y a quand même quelques grands noms qui ont écrit dessus. Alors, lui, il est né en 1480. Mhm. Alors, il est né avec... Ah, c'est la fin du Moyen-Âge, quand même. Oui, c'est la fin du Moyen-Âge. Il est né avec tous ses bras. A priori. C'est important vu le sujet, je précise tout de suite, il est né avec tous ses bras. Il est né au Württemberg, dans une famille assez riche, plutôt petite noblesse. Hein. Bah, Von, de toute façon, c'est la marque Oui. de la noblesse. Non Oui, c'est ça, c'est la particule allemande. 17 ans, il va rejoindre Frédéric Ier, donc, qui est le margrave de Brandebourg-Ansbach. Voilà, donc il s'engage, c'est la guerre, ça tombe bien. Quand il a 19 ans, éclate la guerre de Souabe, la fameuse, Ouais. qui va opposer notamment la Ligue de Souabe, qui est une ligue de princes locaux, qui est très puissante en Allemagne. Et en gros, c'est la guerre Allemagne-Suisse. De toute façon, c'est le bordel dans le coin à l'époque. C'est le moment où il y a plein de petites principautés. Exactement. Ouais. Et c'est assez le bordel. Et là, c'est la guerre entre l'Allemagne et la Suisse. Enfin, entre l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain germanique et la Suisse. La Confédération helvétique. Oui, exactement. C'est important. À l'époque, c'est la Confédération helvétique, dans lequel il y a un canton qui s'appelle Schweiz. Ok. Schweiz, c'est le nom allemand de la Suisse, en fait. Ah ouais. Mais à l'époque, on dit Confédération helvétique. Ok. Suisse, c'est juste un canton. Et cette guerre, en fait, c'est les Suisses qui vont gagner. Parce que à l'époque, ils sont bons à la guerre. À l'époque, ils sont bons à la guerre. Là, on est en 1500, 1499, 1500. 15 ans plus tard, c'est Marignan. Et Marignan, c'est les Français contre les Suisses. Ah, mais on gagne cette fois-ci. Non. Mais on gagne, oui. Ouais. Si, c'est du côté de la Lombardie, si je dis. Ouais, voilà, ouais, on revient à la Lombardie. C'est dingue. Cette histoire est hyper bien ficelée avec des sangles de cuir. Parce qu'elle finit à Auckland en plus. C'est ça. C'est peu connu. Il est possible qu'on finisse vers la Silicon Valley. Hein. Ah bon. Et en fait, cette guerre, donc les Suisses gagnent, c'est le moment où en fait on met fin à la domination allemande sur la Suisse. Ok. Où la Suisse devient vraiment une force indépendante. En fait, c'est le moment où on crée et on popularise le mot suisse, qui vient en fait du canton, mais surtout de l'expression Kuhschweiz en allemand. Kuhschweiz, donc c'est le vacher suisse, qui traduit plusieurs choses. À la fois le fait que des Suisses, pour les Allemands, soient des bouseux, Oui. mais aussi on leur prête un certain penchant zoophile. Ah bah. Voilà, donc et Ouais, ils sont en guerre en même temps. en fait les Suisses vont s'approprier cette expression au début dénigrante et ils vont se l'approprier pour se créer une identité aussi et c'est Ok, comme quoi, on revient avec les Black Panther, hein, Black Power, tout ça. exactement. Vacher Power, quoi. Bref, sa première expérience militaire pas terrible Oui, non. pour notre ami Goethe. Oui. Notre ami Goethe, ce qu'il apprend surtout, c'est que bosser pour un patron, c'est pas trop son truc. Qu'à cela ne tienne, Startup Nation, qu'est-ce qu'il fait ? Il va engager sa troupe de mercenaires. Bah voilà, pourquoi pas. Et il va commencer à aller guerroyer un peu partout. Notamment, il va s'engager beaucoup en Bavière. Ouais, de toute façon, à l'époque, la guerre, c'est beaucoup des mercenaires. Oui. Ouais. Oui, et puis surtout quand c'est des petits duchés, des trucs comme ça, t'as des mercenaires un peu partout. Donc, il va s'engager donc en 1500. Là, c'est le moment où il crée donc il a 20 ans. Il crée sa compagnie de mercenaires. En 1504, le siège de Landshut, qui est une ville de Bavière. Peu connu. Alors peu connu, mais qui plus tard sera le lieu d'étude d'un certain Heinrich Himmler, dont on ne parlera pas. C'est bien quand on parle pas de lui. Exactement. Siège de Landshut, pourquoi c'est important pour lui ? Parce que c'est un moment où il prend un boulet de canon sur son épée, qui va tordre l'épée, tordre le bras, péter le bras, bref, il est amputé.
il va perdre son bras droit main-poignet. En fait, il a voulu faire comme Luke Skywalker et tout. Il a dit ouais. Ben voilà, mais même Je renvoie les boulets de canon. même punition, Luke Skywalker aussi, il se fait amputer. Donc, il perd son bras, son poignet, sa main, et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se faire fabriquer une main métallique qui tient son épée. Ah, comme... Ah non, dans Game of Thrones, Non, je il crois change de main. qu'il change de main, parce Ouais, qu'il y a un il change, moment où il s'entraîne avec son autre main. Donc lui, il est carrément, en fait, il se dit, bah, je vais avoir une main qui tire l'épée. En fait, c'est pas mal, finalement, parce que bah, je vais pas la perdre. Oui, et puis Enfin, il a pas besoin de garde. Enfin, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a quelques avantages. Et donc, bah, il va reprendre sa carrière de chef de mercenaire. Il va Pas pratique pour se coucher le soir, par contre. Il va continuer à se battre. En gros, j'ai lu un petit commentaire du docteur Sharon Rom qui écrit sur lui dans la revue scientifique Plastic and Reconstructive Surgery. Mhm. Sa vie consistait à se battre, jouer et prêter de l'argent. Ça doit être sympa. Enfin, Chef quand merce- t'aimes te battre... Et prêter de l'argent. Chef mercenaire. Quelques années plus tard, il va se faire une deuxième prothèse. Et là, c'est vraiment une prothèse, c'est le top de l'époque. On est dans une prothèse qui est flexible, qui peut se bloquer aussi, mhm, et en fait qui va lui permettre de faire plein de choses. Non seulement ça lui donne une meilleure prise sur son arme, mhm. mais aussi il va pouvoir tenir un bouclier par exemple, ou des rênes, Ah, ou une plume. il peut écrire avec Il ça peut écrire avec ça. Alors la prothèse est dans un musée en Bavière. Elle existe toujours. Il y a plein de photos sur Internet. On en mettra sur notre compte Instagram. C'est assez bien foutu pour le coup. Bon, alors écrire, il faut quand même réapprendre, quoi, parce que t'as plus la mobilité des doigts, je suppose. Non, en fait, c'est juste Ouais, t'écris avec le coude, quoi. Parce qu'il n'y a plus de poignet non plus. Oui. Donc bon, j'ai pas lu directement ces manuscrits, j'avoue. Il va continuer à se battre pour des employeurs divers. Et puis à un moment, il se dit, bah, je vais me battre aussi pour moi. Donc il commence un peu à se battre avec d'autres bandes de mercenaires. Pour le plaisir ou pour conquérir Bah, des terres surtout, principalement, pour rançonner des riches et voler des marchands. Il a un petit côté Robin des Bois, parce qu'il redistribue un peu ce qu'ils veulent, parfois. Notamment parce que ce qu'ils veulent, après, il le perd au jeu. C'est le ruissellement, quoi. C'est le ruissellement, exactement. Donc il va voler voler des marchands, des riches. Il va se battre. Enfin bref, c'est un mec bien à avoir près de chez toi, quoi. Pour avoir mieux de son pote, quoi. Voilà, c'est ta bande de barbares quand t'es dans la civilisation. Parce qu'on va continuer beaucoup à faire des blagues sur civilisation, je le sens. Ça va. Bon, problème, 1512, il pille la mauvaise personne. Ah oui. Il va attaquer un groupe de marchands de Nuremberg. Et en fait, il se trouve que ces marchands, ils sont un peu importants. Mhm. Et donc, Maximilien Ier, Saint-Empereur germanique, est pas content. Parce que surtout, ses potes sont pas contents. Et donc, il va le frapper d'un interdit impérial. C'est-à-dire Alors, l'interdit impérial, comme dirait ma femme, c'est le confinement avant l'heure. C'est-à-dire que, en gros, t'as le droit d'être chez toi. Mais quand t'es pas chez toi, n'importe qui a le droit de te tuer. Ok. C'est un peu violent comme confinement, quand même. Voilà, c'est un confinement strict. Ouais, mais c'est... comment ça s'appelle quand t'es en prison chez toi, quoi. Oui, c'est ça. Bah, sauf que là, t'es pas vraiment en prison, t'as le droit de sortir. À tes risques et périls. À tes risques et périls. En 1514, donc 2 ans plus tard, il commençait à en avoir un peu marre. En même temps, il a une troupe de mercenaires et une main épée et tout. Enfin, Oui. moi, j'irais pas essayer de le tuer comme ça, quoi, tu vois. Oui, mais bon, lui, pour le coup, il se tient tranquille pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il en a un peu ras-le-bol. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va payer 14 000 gulden à l'empereur pour lever son interdit impérial. Mhm. Parce que bon, les lois, c'est bien, mais en même temps, Quand t'as de l'oseille, voilà. quand t'as de l'oseille. En 1516, il va faire un raid dans l'Esseux et il va capturer le comte de Waldeck. Donc un comte local assez important, ce qui va lui permettre de récupérer 8400 gulden en rançon. Et alors là, Maximilien, il s'en fout. Bah, non, en fait, ça le fait chier aussi. Donc, paf, nouvel interdit, 1518. 1519, il va s'engager contre la Ligue de Souabe Mhm. en faveur du duc de Wurtemberg. Donc, la Ligue de Souabe, c'est un regroupement de nobles. Ils sont assez puissants. Il va se faire capturer au siège de Muckmühl. Je rigole, mais c'est con, mais parce que c'est des noms débiles. C'était nos Allemands. Respecte cette civilisation, s'il te plaît. Donc, il va se faire capturer lors du siège de Muckmühl. Là, on va dire, mais toi, on te connaît. Viens, en fait, on va te transférer, on va pas te laisser là, on va te transférer à Heilbronn. Heilbronn, c'est une ville qu'il a pillée plusieurs fois. Et vous, les mecs, du coup, sont un peu mauvaises. Les mecs, bon. Et du coup, il va être libéré à nouveau. Bon, là, c'est 2000 gulden. Et
il doit jurer qu'il s'attaquera plus jamais de sa vie à la Ligue. C'est quand même sympa, hein. Franchement, les mecs, ils ont la justice facile. Ils sont entre gentilshommes, quoi. Ouais. Bon, 1525, on arrive à un épisode pas très connu enfin, je veux dire, la Ligue de Swap, c'est pas non plus hyper connu. 1525, c'est ce qu'on appelle en France la révolte des Rusteaux. Oui. En gros, les guerres paysannes allemandes. Ah oui, ouais. Donc en gros, ça commence un peu avant 1525, ça commence en 1524. Alors, de ce que j'ai lu, enfin voilà, il en faut peu parfois pour mettre le feu aux poudres, apparemment, c'est une révolte paysanne contre une corvée qu'on leur impose. La corvée de ramassage d'escargots. Soit. C'est vrai que c'est... Bah, mais enfin, c'est comme toutes les révoltes comme ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. La goutte de bave, en l'occurrence, je pense. En l'occurrence, début 1525, c'est 35 000 personnes. Qui se révoltent. Qui se révoltent. Plusieurs troupes qui, en tout, forment 35 000 personnes qui vont s'opposer à la Ligue, donc au pouvoir en place. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la tête d'une de ces bandes? La bande dite de la Claire Lumière, 12 000 hommes, quand même. Notre ami Goethe. Ah ouais. Bah, je crois qu'il avait juré de plus s'attaquer à la Ligue. Apparemment. Ouais, mais il s'est senti une âme de communiste. Ouais, mais apparemment, il a eu du remords. Parce que Parce qu'il en a tué trop des paysans. Bah, en fait, ce qu'il dira, on va y venir, c'est que les paysans, ils sont pas très gentils avec les gens qui capturent. Enfin, les révoltes paysannes, c'est rarement... ça fait pas beaucoup dans la dentelle. Ce qui fait qu'il va abandonner sa bande le 22 mai pour se rallier à la Ligue. Le 23 mai, embuscade sur sa bande. 8000 tués en 2 heures. Donc c'est lui qui mène l'embuscade. Alors non, lui je crois qu'il est ailleurs. Il est parti. Bon, alors il dort ici. Voilà, et moi je vais Vous avez partir. qu'à dire que c'est la légitime défense, vous inquiétez pas, ça passe. Voilà, donc 8000 personnes mortes en 2 heures. Alors là, on n'est pas au glaive parce qu'on commence à avoir des munitions, mais... Au canon, quoi, peut-être. Ouais, peut-être au canon. Écoute, j'ai pas lu le compte-rendu détaillé. Au final, la révolte des Rusteaux, c'est quand même plus de 100 000 paysans morts. Ils gagnent quelques améliorations quand même localement, mais c'est quelque chose qui va être assez négatif pour l'Allemagne, parce que en fait 100 000 paysans morts, c'est chiant oui, pour s'occuper de tes champs. Donc ça va avoir des conséquences économiques sur la bouffe et tout ça pendant assez longtemps. Et pas du tout des conséquences sociales où les gens se diraient que peut-être que les nobles qui massacrent des paysans comme ça, il faut s'en débarrasser, quoi. Voilà, bon, Goethe, pendant ce temps-là, bon, on va le chercher et on l'amène devant la chambre impériale. Et là, il dit, vous comprenez, ils étaient 12 000, ils se sont pointés devant chez moi, ils ont dit, on veut que tu sois le chef. C'est difficile de dire non. Voilà, c'est difficile de dire non, mais quand j'ai vu comment ils se comportaient, je suis parti dès que je pouvais. Apparemment, ça convainc, il est acquitté. Putain, le privilège du type, c'est un truc de ouf. Il est acquitté. Cela dit, en 1528, il se rend à Augsbourg parce qu'il a obtenu un sauf-conduit. Alors Augsbourg, c'est en plein dans le territoire de la Ligue. Et en fait, son sauf-conduit, la Ligue, rien à battre. Il emprisonne, il va rester là pendant 2 ans. Ouais, bon. Pour dire, bon, maintenant t'arrêtes de te battre contre nous. Il est libéré. En se libérant, il doit répéter son serment. Ouais, ça va, il a encore facile, 2 ans. Oui. Bobby Seale, il a pris 4 ans juste pour avoir insulté un juge. C'est vrai. Là, donc, on est en 1528. Donc oui. Il a 48 ans, notre bonhomme. En 1540, entre les deux, il s'est posé. Enfin. Il a 48 ans, tu commences à te dire 48 ans, une main en moins. Ouais, à l'époque. Tu commences à te dire, bon, doucement. Mais en 1540, Charles Quint le libère de son serment et dit maintenant, tu viens avec moi, tu vas faire la guerre. Il l'emmène en 1542 se battre contre les Ottomans et en 1544 pour l'invasion de la France, qui va pas très bien marcher. Mais... Attends, mais du coup, il a 60 piges Il a 60 piges, ouais. Mais pourquoi Charles Quint, il allait chercher un manchot de 60 ans On dit que sur le champ de bataille, il rivalise avec les hommes de 30 ans. Peut-être, remarque. Force de la nature, notre ami. Hein. Ouais, oui, ceci dit. Bon, 1544, il prend sa retraite et il va mourir quand même en 1582. Donc à 102 ans. Ah ouais, force de la nature, ouais. Alors, il y a peut-être je sais plus s'il meurt en... Je me demande si j'ai pas fait une petite erreur. Soit il meurt en 1582, soit il meurt à 82 ans. Un des deux. Bon, mais il meurt vieux, quoi. En gros, il meurt vieux. Il va laisser une autobiographie. Écrite. Et voilà, on pense qu'il l'a dictée, mais une autobiographie qui va paraître
pendant sa vieillesse et qui va être republiée en 1731. Mhm. Et cette biographie, elle va inspirer Goethe. Goethe qui va écrire Goethe von Berlichingen, Mhm. qui est en fait sa première pièce qui a du succès. Ah ouais. Pièce qui a du succès. Donc là, on est en 1773. Et il y a dedans une ligne étonnante où Goethe, le héros, s'adresse à l'empereur en disant « Er kann mich im Archen leken ». Ouais, alors mon allemand, moi je sais dire, je sais commander des bières en allemand, c'est tout. Bah, Archenleken, ça se comprend si on pense un peu à l'anglais. En gros, il dit l'empereur, il a qu'à venir me lécher le cul. Ah oui, effectivement. Et en fait, ça donne l'expression Kismayas, et c'est de lui que vient cette expression, Sérieux? qu'on appellera le salut de Goethe ou le salut de Swab, et qui est adressé à l'empereur. Et c'est tiré en fait de son autobiographie. Dans son autobiographie, il raconte ce moment où il a crié au rempart. T'as qu'à venir me sucer le cul. Voilà, donc il est passé à la postérité, notamment pour avoir inventé cette expression. Et en 1991, on découvrira que l'air Soyons joyeux de Mozart, Mhm. Que je connais pas. Mais... en fait, c'était pas le vrai nom de cet air, Soyons joyeux. En fait, il s'appelait Lèche-moi le cul. En référence à l'expression qui vient de Goethe, et donc Goethe von Berlichingen. Bon, puis finalement, ils étaient un peu bourrés quand ils ont écrit ça. Le lendemain matin, ils ont changé le nom. Ouais, bah, en fait, je pense que c'est peut-être après Mozart, on lui a dit bon, bah, hop, qu'est-ce qu'il a écrit? Bon, on va passer un voile pudique là-dessus. Bref, il est resté aussi dans la légende comme un guerrier magnifique qui a écrit son autobiographie et qui a ce fameux salut. Lèche-moi le cul. C'est important, je pense, de revenir dans l'étymologie. Ouais, non, mais pas attention. Donc la prothèse de Goethe, elle est à la pointe, elle s'inspire, elle est un peu concomitante aux travaux d'Ambroise Paré. Mhm. Ambroise Paré, lui, c'est un médecin barbier, il est sur le terrain, c'est un médecin de guerre, il va aussi inventer la main articulée. Ouais. Parce qu'en fait, là, tu commences à pouvoir articuler toute la main, et plus juste tenir un truc. Il va inventer le coude articulé aussi. Pas mal. Pas mal. Mais que t'actionnes comment? Du coup, faut que tu t'articules les doigts avec ton autre main, quoi. Exactement. D'accord. Exactement, parce que c'est l'évolution d'après, en fait. En 1818, où on a un dentiste allemand, qui s'appelle Peter Ballif, qui va inventer la prothèse qu'on appelle automatique. Mhm. C'est-à-dire que c'est une prothèse que tu n'as pas besoin d'actionner avec ta main valide. D'accord. Alors, comment ça marche? En fait, tu as des sangles qui vont depuis la prothèse vers différentes parties du corps. Et en fait, tu vas faire des mouvements qui vont tirer sur les sangles, donc des mouvements d'épaule, des mouvements des rotations du torse, des mouvements et qui vont actionner les différentes parties. Ah, pas bête. Donc c'est une grande étape. Ça va être adapté en 1860 par le comte de Beaufort, qui va permettre en fait d'ouvrir et fermer la main, qui va permettre de tendre le pouce. Donc on arrive vers des choses qui sont un peu plus perfectionnées. En 1916, on est capable de faire bouger les doigts. Et la prothèse est plus reliée à tout ton corps, mais juste à ton bras. Et juste avec ton bras, avec des... Avec des mouvements différents, Ah, putain. tu peux faire bouger tes doigts. Là-dessus vient la Première Guerre mondiale. Oui, et là, à nouveau... Et là, à nouveau, nécessité fait loi, explosion du nombre de cas. Donc, c'est le moment où, en fait, la prothèse va commencer à devenir industrielle. Ouais. Et on va passer d'objets un peu artisanaux à des objets qui deviennent des objets produits en masse, avec des codes stricts, des règles un peu plus strictes. L'étape d'après, 1948, c'est la prothèse à câble de Boden. En fait, on va remplacer les sangles par des câbles. Ouais. Et ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus léger, c'est plus facile à utiliser. Donc ça, c'est peut-être plus précis. c'est plus précis. C'est aussi beaucoup plus simple dans son design, Mhm. donc plus durable. Mhm. Et en fait, là, c'est les prothèses avec deux pinces. C'est-à-dire... Au lieu d'avoir une main, Ah oui, d'accord. de vraiment faire une main. Parce que avant, on modelait un peu les prothèses sur des mains. Là, c'est vraiment une prothèse où on dit, en fait, ce qu'il faut, c'est une pince qui permet puisse attraper des trucs. qui puisse attraper. D'ailleurs, la prothèse de von Berlichingen, elle est modelée pas sur une main, mais sur un gant d'armure. Parce qu'elle était tellement lourde, en fait, que... Et puis, ça lui allait mieux, j'imagine. Elle était tellement il avait lourde. un peu l'Infinity Gauntlet, quoi. C'est ça, mais elle était, en fait, intégrée directement à son armure. Ah ouais, pas con. 1948, toujours, on passe un cap.
on est avec Reinhold Reiter à Munich. Je ne sais pas pourquoi les Allemands ont une passion pour la prothèse. Mais très bien. Enfin, c'est très bien, ça fait avancer les choses. On est avec la première prothèse myoélectrique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prothèse myoélectrique ? En fait, quand on bouge n'importe quel muscle de notre corps, il se produit des décharges électriques. Ouais. Et ce que propose la prothèse myoélectrique, c'est d'enregistrer ces décharges, de les transformer en un signal qui va aller actionner une partie de la prothèse. Avec un moteur, ouais. Qui marche avec un moteur. C'est toujours le même principe. On est toujours sur le principe on va faire d'autres mouvements qui vont permettre de faire ça. Mais là, on n'a plus besoin de sangles. On a des capteurs, mais bon, c'est pas très différent, hein, mais on a des capteurs qui vont actionner des servomoteurs. En fait, la vraie utilisation possible de ce genre de prothèse, c'est 1960. Parce qu'avant, en fait, ton électronique est trop grosse. Ouais. Pour ça avoir marche théoriquement, mais... Voilà, tu es capable de le faire marcher, mais ça n'a aucune application pratique parce que c'est trop gros et trop lourd. Là, en 1960, ça peut commencer. Le problème de ce genre de choses, c'est que tu as vraiment besoin d'un entraînement hyper intensif pour comprendre comment t'en servir. Parce qu'en fait, tu utilises d'autres muscles, c'est compliqué. C'est des prothèses qui sont toujours utilisées aujourd'hui. Hein. Et c'est en fait des prothèses qui sont pénibles à utiliser pour les gens qui ont été handicapés. Et c'est des prothèses qui sont souvent, du coup, abandonnées. Parce que ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'apprentissage. C'est un vrai problème, en fait, les prothèses myoélectriques. Ouais, surtout que, en fait, selon ce que tu fais dans la vie, il y a des solutions beaucoup plus simples, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'en pratique... T'as pas forcément besoin de pouvoir bouger ta main, quoi. Voilà, je pense que tu peux parfois faire sans. En 2004, autre révolution, c'est la réinnervation ciblée. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire un peu comme la prothèse myoélectrique, c'est-à-dire qu'on va actionner la prothèse à partir de signaux qui viennent des nerfs, sauf que là, on va prendre les vrais nerfs qui étaient censés actionner les muscles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ces nerfs, on va les prendre, on va les sortir. Par exemple, les nerfs qui vont dans les doigts, on va les sortir et on va te les mettre dans les pectoraux. Parce que c'est un truc où, en fait, les pectoraux, tu t'en sers pas vraiment. Sauf si t'étais, comment il s'appelle, Terry Crews. Oui. L'acteur américain qui fait danser ses pectoraux. Exactement. Mais sinon, en fait, c'est pas un truc hyper utile. Et donc, on a des cartes avec, là, un tout petit peu au-dessus du téton, c'est mon auriculaire. Là, c'est... Et en fait, on réapprend à utiliser en fait ces vrais nerfs. Sauf que ce coup-ci, c'est plus des mouvements. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses bouger ton pectoral. En fait, tu fais bouger ton muscle pectoral parce que tu veux bouger le. Ouais, d'accord. C'est juste que tu remets le nerf à un endroit où, d'accord. où les mouvements seront pas. Sont moins gênants. Sont moins gênants. Mais tu gardes le même système de commande. T'es plus dans une commande à part. Et donc, il suffit que tu penses, comme avant de te faire amputer, fermer le poing, par exemple. Exactement. Alors, ça te fait faire un truc chelou à ton pectoral, mais ta prothèse, elle se ferme. Exactement. Bon, après, quand on te caresse le pectoral, tu ressens des... T'as la prothèse qui fait des... Non, tu ressens des trucs dans ta main. Exactement, mais on va parler un peu plus loin. Donc, cette réinnervation ciblée, voilà, permet de retrouver, en fait, des vraies sensations. Et en fait, ce qu'on peut même faire, si tu veux, c'est mettre des capteurs au bout de la prothèse qui sont couplés avec une sorte d'un système de feedback, donc un système qui te renvoie des petits chocs, comme un vibreur de téléphone, qui est, lui, posé sur ton pectoral et qui correspond, en fait, pour que quand ta prothèse touche quelque chose avec tel doigt, ça renvoie un signal vers ton nerf qui correspond au même doigt. Ça, tu sens, t'as un vague toucher, quoi. Comme ça, t'as un sentiment de toucher, oui. Et tu peux contrôler. Donc là, c'est à peu près où on en est. Je suis désolé, mais il faut que je le dise. Du coup, pour se masturber, tu te touches le pectoral. Comment ça se passe? Non, tu penses à te... Ouais, et du coup, ça te fait bouger le pectoral pendant que tu te touches. Non, parce que quand l'humain invente des trucs comme ça, oui, il y a un moment donné où il faut qu'il l'utilise pour faire du porno, quoi. Donc, bah écoute, c'est vrai que je me suis pas posé la question, mais a priori, c'est juste que tu ressens normalement. En fait, tout le but de cette réinnervation ciblée et de ces feedbacks qui existent, c'est de te faire oublier que tu as une prothèse. Ouais. Puisqu'en fait, tu la contrôles comme tu contrôlais ta main avant, et puis tu as du retour. Alors, je pense que tu l'oublies jamais vraiment, mais tu as quand même ce côté un peu plus naturel, quoi.
Mhm. Donc là, c'est là où on en est. Alors, j'en ai pas parlé, mais pas besoin des prothèses pour réussir des choses assez impressionnantes. Je pense à Monsieur Croison, Oui. qui, lui, a traversé la Manche à la nage. Alors, il avait des prothèses aux jambes, donc il est quadrillé amputé. Il avait des prothèses aux jambes, mais il me semble que sur les photos que j'ai vues, en tout cas, il n'avait pas de prothèse de bras. Non, je crois pas. Quand il nage, je crois pas. Ouais. Donc voilà, pas forcément besoin de prothèse. Et qu'il y a beaucoup d'humour sur Twitter. Exactement, qui est quelqu'un de très drôle. Le futur. En fait, il y a deux choses un peu contradictoires. Tu as un courant qui se dit, en fait, le futur, c'est plus de prothèses. Le futur, c'est l'ingénierie tissulaire. C'est que on va pouvoir te reconstruire des vrais organes. Genre, on va te faire repousser ta main, quoi. Enfin, on va pas repousser dans le sens croissance, Mhm. mais on va te reconstruire une main. Ok. Enfin voilà, en partant peut-être d'un squelette en métal, mais sur lequel tu fais pousser des muscles, des tendons, des choses comme ça. Et donc de se dire, on n'a plus besoin de prothèses, en fait, tu vas faire de l'ingénierie tissulaire qui te permettra de remplacer tes membres manquants. Mhm. L'autre truc qui peut se dire, c'est, en fait, on arrive à un niveau de perfectionnement qui permet de faire des trucs encore plus cool. Parce que les prothèses que tu diriges par ton système nerveux, c'est bien pour pallier des accidents ou des choses comme ça, des amputations. Mais en fait, tu peux te dire, t'as pas besoin d'être amputé. Pourquoi tu n'aurais pas un troisième bras? Ouais, j'ai vu des vidéos comme ça avec des. Il y a une boîte qui a créé un troisième bras. Oui. Et t'as quelqu'un qui range des trucs, je crois. Et ça, genre avec le troisième bras, comme si c'était complètement naturel. Oui, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as des choses qui sont en fait un troisième bras qui est parallèle à ton bras, en fait, qui est juste à côté et qui reproduit les mêmes mouvements. Non, là, enfin, sur Et- la vidéo, moi, ils avaient un mouvement indépendant. Mais... Et après, tu as des gens qui ont des mouvements indépendants. Alors au départ, moi j'ai vu ça avec des chimpanzés. Mhm. Alors c'est pas un bras qui lui est directement attaché dessus, mais qui est relié quand même par la pensée. Donc il prend des bananes avec son bras robot. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais effectivement, Dr Octopus, c'est pas forcément. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, c'est possible. Je dis pas que c'est faisable au même niveau, mais c'est quelque chose qui serait envisageable. Donc voilà, l'homme augmenté. C'est marrant, mais il y a quelques années, j'avais vu un documentaire sur un type comme ça qui est amputé et qui est sur le point de se faire fabriquer une prothèse alors qui est contrôlée avec les mouvements de son moignon. Oui. Et ça permet sa main peut tourner à 360 degrés, la main sur la prothèse, Oui. et il peut fermer un peu la main, faire un point, bon, faire des trucs un petit peu. Et ça a l'air assez compliqué à maîtriser. Mhm. Donc là, c'est du myoélectrique, puisqu'on est toujours Ouais. sur le. Et il est. Alors ça les coûte hyper cher, enfin ça coûte, je sais pas, 20 000 euros, Ouais, on va dire. ça, un truc comme ça. c'est à peu près 20 000 euros le prix d'une prothèse myoélectrique. Donc il a économisé, et donc pendant qu'il économise et pendant qu'on lui construit, parce qu'elles sont faites sur mesure, Oui. il va faire un petit peu le tour du monde de qu'est-ce qui se fait en prothèse. Et aux États-Unis, à la NASA, il lui montre un prototype. C'est vraiment la main de Luke Skywalker, Ouais. qui est dans un caisson et tout, t'as un énorme ordinateur à côté. Il lui pose Un casque. un casque sur la tête, Ouais. et ils lui disent, bah vas-y, pensez à bouger votre main. Et devant lui, donc t'as la main, enfin c'est entre la main de Terminator, Ouais, ouais. c'est la main de Terminator plus ou moins qui est dans une boîte. Et donc il pense et la main se met à bouger avec des gestes hyper fluides, mais complètement. Ouais, c'est assez incroyable. Le mec en pleure, il est là, il fait mais on peut faire ça et tout, c'est Ouais, incroyable, aujourd'hui, machin. Et après le chercheur lui fait oui bon alors cette main elle coûte 15 millions de dollars, donc oui on peut le faire, mais pas pour se gratter le cul. peut-être pas pour vous. Un des trucs, c'est que comme j'aime bien le cerveau, je me suis un peu penché sur la question, notamment sur le membre fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est que le membre fantôme? En fait, c'est une sensation que le membre amputé est toujours présent. Et c'est entre 80 et 100% des patients qui le ressentent. Et que ça disparaît, en fait, avec le temps. Donc, c'est en général pas grave, mais ça peut être handicapant quand c'est douloureux. Mhm. On parle dans ce cas-là de douleur du membre fantôme. Et ça, on a besoin d'un traitement. Alors, le terme de membre fantôme, ça existe depuis 1871. Ah ouais quand même. Donc c'est assez vieux. L'hypothèse principale, en tout cas la première grosse hypothèse qui a été formulée, c'est que tu as toujours des nerfs qui ont été coupés et qui renvoient des informations qui sont un peu étranges et qui sont mal interprétées par le cerveau, qui interprète ces nerfs comme de la sensation qui vient de là où ils sont censés être. Le problème, c'est qu'en fait, ces douleurs de membres fantômes, ça existe aussi chez les gens qui sont amputés à cause d'une malformation de naissance. Donc, qui n'ont jamais eu, en fait, de main. Et donc, tu peux te dire, c'est pas un problème
nerfs coupés, quoi. De nerfs qui renvoient pas la bonne information. En 1991, on a un chercheur qui s'appelle Ponce qui va montrer une réorganisation du cortex somatosensoriel chez les macaques. Qu'est-ce que c'est que le cortex somatosensoriel ? C'est la partie de ton cerveau qui reçoit toutes les informations de la surface de ton corps. Mhm. C'est en gros le toucher, quoi. Et donc, ce que ça veut dire, cette réorganisation, c'est que globalement, tu as une sorte de réaffectation de tes neurones qui va ailleurs. Ouais, c'est la plasticité cérébrale, je l'avais étudié ça. Exactement, c'est la plasticité cérébrale au niveau de ton cortex somatosensoriel. Et ça a été prouvé depuis chez les humains. Et par exemple, en fait, on montre qu'on peut déclencher des douleurs du membre fantôme, par exemple, en touchant certaines parties du visage. Mhm. En fait, il n'y a toujours pas vraiment de consensus sur l'origine des membres fantômes. Ce qui est probable, c'est que c'est un peu une combinaison des deux. Mhm. Et en fait, c'est pas que les membres. Tu vois, t'as des yeux fantômes. Et, Tu veux dire des aveugles qui revoient des trucs non, qui ont mal à l'œil. Enfin, qui... Ah ouais. Bah Hein, ouais, c'est un membre, enfin c'est un organe quoi. chez nos amis trans, on a le phénomène de l'habit de fantôme. Ah ça doit être bizarre. Oui, mais que, voilà, quand tu t'es fait enlever la bite, bah, en fait, Oui, ça- bah, ouais, en même temps, c'est le même phénomène. Pour soigner ça, on peut utiliser un autre phénomène assez étrange, ce qu'on appelle l'illusion de transfert corporel. Ah, avec un miroir, non? Alors, c'est pas complètement avec un miroir. En fait, l'expérience est assez simple. Vous pouvez la faire chez vous, si vous voulez. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Vous posez une main assez réaliste sur la table. Par exemple, là, une main gauche, assez réaliste, devant vous sur une table, et vous mettez votre main sous la table. Mhm. Vous la voyez plus. Là, quelqu'un vient vous toucher, caresser la main, mais au même endroit et en même temps. Si on le fait pas au même endroit, si on le fait pas en même temps, ça marche pas. Attends, qui va te toucher laquelle? La main en plastique ou Les deux. Ouais. Les deux. C'est-à-dire ta main sous la table, elle va être, par exemple, au bout du pouce, et de la même façon, ostensiblement, on va te toucher. Et si à ce moment-là, après avoir fait ça, on te dit pointe-moi ta main, bah tu vas pointer la main en plastique. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand ton corps ne bouge pas, tu repères les frontières de ton corps à la vue. Mm. C'est ta vue qui compte. Parce qu'en fait, quand tu bouges pas, t'as pas besoin d'informations plus fines. Et donc, le fait d'associer ta vue avec une confirmation qui est dans le système somatosensoriel ah bah si on touche là, je ressens bien le truc, ça fait une illusion de transfert. Et en fait, ça, c'est une méthode qui est utilisée pour réduire les douleurs du membre fantôme. Ouais, moi je disais avec le truc avec le miroir parce que donc quand j'étais en master, j'avais étudié ça et où ils font à peu près la même chose avec un jeu de miroir où donc la personne amputée se regarde dans un miroir et avec un jeu de miroir, on fait croire qu'il a deux mains parce que sa main gauche, si on dit que c'est sa main gauche qui est amputée, pas un jeu de miroir, en fait c'est sa main droite. Et comme ça lui permet pareil de revoir où est son corps et tout. C'est assez mystérieux. Oui, fait. c'est assez impressionnant. Voilà, donc je me suis dit, il fallait quand même faire un épisode sur les prothèses de main. Et on n'a même pas parlé du capitaine Crochet. Et on n'a pas parlé du capitaine Crochet, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me renseigner, justement, sur les pirates. J'ai rien trouvé sur les pirates de très... Alors si, il y a un pirate, si je retrouve mes notes, je crois que je l'ai quelque part. Il y a un pirate, un Barberousse. Un des Algériens? Un des Algériens, mais qui est d'origine ottomane. Oui, les frères Barberousse, j'en avais parlé à l'époque. Voilà, il y a un des Barberousse qui a une prothèse de main. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, Ash Williams, quand même, pour revenir sur Ash Williams, c'est le personnage principal de Evil Dead. Ah, putain, mais oui, bien sûr, qui a une tronçonneuse, Qui a une tronçonneuse à la place de la main. Donc voilà, même si ça paraît hyper cool d'avoir une tronçonneuse à la place de la main. Je pense que c'est pas pratique. Ou d'avoir une... Alors déjà, c'est pareil quand tu veux te gratter les couilles. C'est peut-être pas idéal. Faites attention quand même, les gens, à vos bras. Et avec les tronçonneuses. Voilà. Et d'autant plus avec les tronçonneuses. Eh ben, on a appris plein de trucs. Oui. On va finir très vite fait, parce que tu nous as beaucoup parlé de QAnon. Et il y a pas longtemps, je suis tombé sur un truc, parce que les fans de QAnon, alors, je sais pas si ça vient de QAnon lui-même, ou la galaxie. De la galaxie QAnon, mais en tout cas, il y a des fans de QAnon qui ont commencé à se dire, mais attends, si on doute de tout, il faut aussi douter de l'histoire. Et qui se sont mis à faire des recherches. Et ils sont tombés sur des cartes du XVIe siècle, européennes, faites souvent par des Français d'ailleurs, marquées en français dessus, où donc ça commence à être des mapmondes. Il y a quand même, enfin pas des maps, c'est pas rond, mais il y a les États-Unis, enfin l'Amérique. Mais c'est ce que un Français connaît au XVIe siècle du monde.
Et sur Il y a certaines... quelques trous, j'imagine. Alors, il y a quelques troupes, il y a surtout, par exemple, toute la Sibérie, la Mongolie et l'Asie septentrionale, il y a marqué Tartaria. Et on va donc parler de Tartaria. Ouais. Parce que sur certaines de ces cartes, les mecs ont commencé quand même à comprendre ce que c'était qu'un continent. Et donc, ils ont mis les continents dans des couleurs différentes. Donc, je dis n'importe quoi, l'Europe est en rouge, l'Afrique est en jaune. Ouais, c'est les JO, quoi. Plus ou moins. Et donc, tu as dans toute cette grande masse de terre dont ils savent absolument pas ce qu'il y a, parce qu'ils s'en foutent de la Sibérie, de la Oui. Mongolie, les Français au XVIe siècle. Oui, en soi, la steppe, c'est pas non plus hyper... Enfin, déjà, ça doit être dur à cartographier. Ouais, grave. T'es sûr qu'on est déjà passé par là? je reconnais ce caillou un peu, non? Mais donc, il y a un gros Tartaria, parce que, on sait pas, qui est en bleu. Et il se trouve que ce cartographe-là a mis l'Amérique dans une autre teinte de bleu. Mais en fait, alors c'est pas toute la Terre, c'est juste un liseré autour de la Terre qui est bleu. D'accord. Dans un teinte de bleu à peu près pareil. Et à l'époque, pareil, hein, donc début du XVIe siècle, l'Amérique, on a les côtes, on a toutes les côtes, mais l'intérieur, c'est du vide, quoi. Donc, il n'y a rien de marqué. Il y a marqué America avec un K. Parce que on ne sait pas trop encore. Donc, voilà. Bon, chez les fans de QAnon qui sont malins quand même, ils se disent, mais attendez, on m'a jamais parlé, moi, de l'empire de Tartaria qui prenait toute la Sibérie, la Mongolie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Comment ça, on nous parle pas de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, ils te refont une histoire où, en fait, Napoléon, par exemple, quand il va attaquer Moscou, en fait, il se bat pas contre les Russes, il se bat avec les Russes contre l'empire de Tartaria. D'accord. Et des explications d'une logique implacable. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des toits pentus partout autour du monde? Parce que l'empire de Tartaria, en fait, contrôlait le monde à une époque bénie, qu'il faudrait retrouver grâce à Donald Trump. Oui. Enfin, bon, à l'époque, on traversait facilement le... Ben oui, parce que ils continuent à chercher, les mecs. Ils sont tombés sur des dessins architecturaux de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme tour et tout machin. C'est vraiment les mecs se laissent aller et tout. Ils savent très bien que ça va jamais être construit, donc ils font n'importe quoi. Donc, ça, c'est des dessins qui datent du 19e, 18e, quoi. Où, du coup, t'as des espèces de tours incroyables avec des machins. Et ils font, mais ça, c'est la preuve, en fait, ça vient de Tartaria, ça. Et c'est la preuve que la technologie était plus avancée dans l'empire de Tartaria qu'elle ne l'est peut-être même maintenant, et qu'ils utilisaient notamment des armes à énergie ou des armes soniques et des outils à énergie et des outils soniques pour construire des monuments incroyables. Et donc, l'empire de Tartaria aurait été détruit par Napoléon, les Russes, les Chinois, les francs-maçons, tout ça, et par la grande catastrophe des mudslides, donc des coulées de boue, qui ont recouvert tous les monuments de Sibérie. Voilà, notamment. Et tous les monuments en Amérique de Tartaria. Parce que en Amérique, mais comme un peu partout, les villes sont construites par strates. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, faut reconstruire, plutôt que de tout péter et de passer au bulldozer, on tasse de la terre et puis on construit au-dessus, quoi. C'est ça. Et que ces mecs-là, quand ils trouvent, ils creusent un petit peu, ils font « Ah, mais il y a une rue sous ma rue !» Oui, elle date du XVIIe siècle. Ou c'est les égouts, quoi. Oui, ou c'est les égouts. Non, mais j'ai failli faire un petit sujet comme ça. Il y a une ville aux États-Unis où toute la ville a été remontée d'un étage. Parce qu'il y avait des coulées de boue, effectivement. Et donc, les caves de cette ville, c'est des devantures de magasins avec de la boue. Enfin, voilà. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui ? Parce que donc, dans tout ce qui se passe en ce moment avec Black Lives Matter, etc., dans certains pays, on déboulonne les statuts des esclavagistes. Oui. Et HBO a dit qu'ils enlevaient, autant n'emporte le vent, le temps d'ajouter un petit message de contextualisation. Et voilà, pourquoi ça sert la contextualisation en histoire ? Parce que quand on contextualise pas, on prend une carte où il y a marqué Tartaria et on se dit « Ah !» Et là aussi, on a un peu parlé de la traversée entre la Russie et l'Alaska quand on a parlé de notre fameuse course en voiture. Effectivement. Et peut-être que c'était lié au fait de détruire les derniers vestiges de l'Empire tartarien. Et sûrement. Pour encore une opération de propagande. Tout à fait. Alors moi, je ne vais pas te parler de Tartaria, je vais te parler de Longyearbyen. Pardon. Longyearbyen, à Svalbard, tu sais. Tout à fait. Non, en fait, je suis tombé sur un
petit article qui disait que c'était une ville où il était interdit de mourir, à Longyearbyen. Alors du coup, j'ai un peu creusé. Enfin, on va voir que non, j'ai pas creusé. Parce que Longyearbyen, en fait, c'est une petite ville, c'est 2100 habitants. C'est où? Alors, c'est dans l'archipel du Svalbard. C'est en fait la ville la plus au nord du monde. Ah, oui, d'accord. Donc en fait, quand je dis creuser, Oui, c'est dur. Enfin, c'est dur de creuser, voilà. Et en fait, la légende voudrait qu'il y ait une interdiction de mourir qui ait été promulguée en 1950. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le climat est pas très cool. On va se le dire. à peu près. On va démanteler toutes les rumeurs de la propagande de l'Office du tourisme de Longyearbyen. C'est quel pays, quand même? C'est la Norvège. C'est vrai. C'est la Norvège. Alors, c'est la Norvège, mais en fait, ça a été une ville qui a été très longtemps une ville minière. Et en fait, c'était pas vraiment la Norvège, ça appartenait à La compagnie. à la compagnie minière. Et l'idée, c'est que en fait, tu peux pas mourir là. En tout cas, tu peux pas être enterré là parce que les corps se décomposent pas. Parce qu'il fait trop froid. Oui. Et c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible. Déjà, t'as un petit côté un peu macabre. Oui. Mais le problème des corps qui se décomposent pas, c'est que, en gros, tous les organismes qu'il y a avec se décomposent pas. Mhm. Et en fait, t'as un risque de résurgence des maladies. Ah oui, bah oui. Si les mecs qui sont morts il y a 70 ans avec Il y a la 100 petite ans. vérole, Il y a 100 ans, en 1918, avec la grippe espagnole, par exemple. par exemple. Alors, on est en 2020, je pense que c'est le moment d'aller d'aller secouer un peu les cadavres pour voir si ça marche. Parce que bon, Ouais, c'est vrai. s'il y a un moment où il faut le faire, c'est maintenant. En fait, le problème, c'est que c'est pas tout à fait vrai. On a fait des études, notamment sur des cadavres qui étaient bien conservés, du coup, mais qui datent de la grippe espagnole. Donc ça, c'était pas cette année, heureusement. Mais ils ont fait des études et en fait, il n'y a pas de virus actif. Non, parce que je crois que les virus, ils meurent à -20 ou un truc comme ça. Enfin, ils se Et détruisent. là, -20, c'est C'est une journée d'été, quoi. un bel après-midi de printemps. Mais il y a quand même un petit peu de vrai, c'est que en fait, à Longyearbyen, on n'enterre pas les morts. Mhm. En tout cas, on les enterre pas tels quels. Ce qu'on fait quand quelqu'un meurt, c'est que on le met dans un avion postal qui va sur le continent. Le mec se fait incinérer, Ah, il récupère l'urne et ils mettent l'urne au cimetière parce qu'il y a un cimetière local, mhm. mais qui contient maintenant plus que des urnes. Pourquoi ? Parce que c'est quand même vachement moins chiant à creuser. Je suis pas sûr que ça soit beaucoup plus écologique, en revanche. Bon, ceci dit, l'avion postal, il volera de toute façon. Mais... Oui, mais bon, en gros, là, tu te dis, plutôt que de creuser, c'est parce que le Norvégien, en plus, c'est grand, hein, on va mettre plutôt des urnes. Mais pourquoi ils construisent pas un crématorium? Parce qu'en fait, c'est une ville de 2000 habitants, Oui, certes. et que c'est sur une île perdue. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que, du coup, en fait, on décourage la mort. Enfin, pour être un peu plus précis. Les conditions de vie sont tellement rudes, et c'est une toute petite ville, 2000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit hôpital, il n'y a pas de service gériatrique, il n'y a pas d'infirmière à domicile. En fait, dès que tu commences à être un peu fragile, un peu malade, on te dit, bon, Casse-toi. tu vas peut-être pas rester ici, c'est un peu bête. Et donc, c'est un endroit où, en fait, on sélectionne un peu les gens qui restent. Donc, Enfin, de façon un peu naturelle. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui meurent parce que, très régulièrement, il y a des avalanches qui ravagent la ville. Et puis, quand t'es bourré le soir et que t'as... Exactement, et que t'as plus de jambes. Comme notre monsieur Lucas. Mais en gros, on encourage vraiment les gens qui commencent à faiblir physiquement à ne pas rester dans la ville. Mhm. Et de la même façon, on garde pas les SDF. Oui, enfin, ceci dit, SDF à -50, ça doit être... ouais. C'est rapide. Et donc, en fait, pour pouvoir rester sur l'île, tu dois apporter des preuves de ressources et d'un logement. Et de bonne santé, donc. Et donc, très régulièrement, tu as des gens qui sont expulsés. Non, la santé, c'est découragé. Enfin, voilà, on te dit, mec, tu vas en chier, il n'y a pas d'hôpital, il Donc, y a si personne. t'es diabétique, voilà. ouais, viens pas, quoi. C'est ça. Mais sinon, les gens qui sont trop pauvres, on les expulse. Mais on les reloge, au moins... Après, la Norvège, je crois que c'est plutôt un pays qui est plutôt, Oui. plutôt sympa pour ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est que finalement, tu es en train de construire... Il y a des petits problèmes sociaux parce que tu es en train de construire une sorte de communauté de gens forts. Mhm. Et les enfants, ils grandissent dans un environnement où il n'y a pas de malades, ou très peu, il n'y a pas de personnes âgées,
il n'y a pas de SDF, il n'y a pas de toxico, il n'y a pas de... Enfin, Ah ouais, en fait, c'est un paradis eugéniste. t'as un problème, c'est que du coup, t'as pas de solidarité. T'as pas besoin. Oui, oui. Et donc, t'as un vrai questionnement sur les gens qui... Est-ce que c'est bon pour la société en fait Voilà, il y a une vraie interrogation aujourd'hui auquel on ne sait pas vraiment répondre sur comment grandissent les enfants sur place. Bon, il y a quand même des endroits où il est interdit de mourir. Un sur lequel je me suis rendu, qui est un endroit qui est assez magique, c'est l'île de Itsukushima. Au Japon, donc. Au Japon. Alors, Itsukushima, on appelle ça aussi Miyajima, qui est le nom d'un sanctuaire qui est sur l'île. En gros, tout le monde connaît. C'est le torii, donc le portique en bois qui est dans la mer. Ouais. La photo, vous tapez Japon photo, dans les 10 premières, vous allez avoir le mont Fuji, et après vous allez avoir ce portique qui est dans la mer. En fait, il est sur une plage. À marée basse, on peut marcher jusqu'à lui, et le soir, à marée haute, il est dans l'eau. C'est le Mont Saint-Michel du coin, quoi. Bon. Non, c'est une vraie île. Là, c'est juste le portique qui est sur la plage. Et c'est une île où il est interdit de mourir. Mais c'est une grande île ou... C'est une toute petite île au large d'Hiroshima, dans la baie d'Hiroshima. Et c'est une ville où il y a des sanctuaires. Alors c'est magnifique, hein, il y a des daims en liberté. Enfin, comme au Japon, à chaque fois que tu as des daims en liberté, dès que tu sors du bateau, ils se jettent sur toi pour que tu leur files à bouffer. Ils viennent te racketter. Donc voilà, c'est un endroit où il est interdit de mourir pour garder la pureté en fait du sanctuaire. D'accord. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, il est interdit de naître. Mais il y a des gens qui vivent... Oui, il y a un petit village, pas très grand, il y a un petit village qui vit, je pense, principalement du tourisme. Mais en gros, les personnes âgées, on les dégage. Quoi. Les femmes enceintes, au bout d'un certain terme, elles doivent partir. Mhm. Donc ça existe. Et ça existe en France aussi. Puisque la commune du Lavandou, en 2000, a pris un arrêté municipal qui interdit la mort sur son territoire. Rien n'est impossible à l'administration française. Voilà. Alors, en fait, pourquoi ? C'est parce qu'ils ont fait des demandes pour construire un cimetière et que pour des raisons d'études environnementales, on leur a dit non, c'est pas possible. Donc, ok, on n'a pas de cimetière, du coup, on n'a pas le droit de mourir. Oui. Ça a été double tamponné, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. donc voilà, en France, il existe un lieu où on n'a pas le droit de mourir, au contraire de la Norvège. Alors le Lavandou, Lavandou, c'est... c'est connu comme nom, mais j'arrive oui, pas à mais mettre ça... pour moi, c'est dans le sud. C'est sur la côte dans le sud. Ouais, peut-être. Je pense. Alors, tous nos auditeurs du Lavandou, envoyez-nous des photos du règlement. du règlement, de là où vous êtes. Donnez-nous des nouvelles du Lavandou. Voilà, parce qu'on n'a pas assez de nouvelles du Lavandou. Et puis dites-nous comment ça se passe du coup quand il y a Voilà. quelqu'un qui meurt. Dites-nous ça en nous mettant 5 étoiles sur iTunes, dans un commentaire. Ça nous fera hyper plaisir. Continuez à nous écouter, sinon, et puis on va continuer à apprendre des trucs. Oui, parce qu'on en a appris plein aujourd'hui, et on se retrouve la prochaine fois. À la prochaine fois. Salut!